Alors, je vais prendre un micro, même si on est assez proches les uns des autres. Apparemment, c'est parce que pour la captation, c'est plus intéressant qu'il y ait ce son-là, plutôt que de vous parler comme ça. Ça marche? Donc, bonjour à tous. Ça fait bien plaisir de voir, parce que je sais que c'est compliqué, hein, un mercredi après-midi, de voir une salle plutôt bien garnie. Et d'ailleurs, peu importe le nombre de personnes qui seraient venues. Moi, je suis très content de faire cette conférence ici, à la fac d'abord. Et puis, d'une manière générale, de faire cette conférence parce que je la donne très peu, peut-être 7-8 fois depuis que j'ai écrit un bouquin qui permet un petit peu de rebondir comme ça sur ce type d'intervention. Alors, c'est jamais de manière lassée que je la fais, toujours de manière très intéressée. J'étais très content d'avoir ça dans ma journée aujourd'hui. Donc bonjour à tous et merci d'être là. Sachez en tout cas que pour moi c'est important, parce que je sais que c'est une vraie démarche. Quand on est obligé en cours de venir suivre un enseignant, bon ben on est là, on est dans la salle, parfois on voudrait être ailleurs, mais quand on prend son mercredi après-midi à vos âges, et je pense notamment aux jeunes du lycée, mais pas que parce que je les vois là-haut, du lycée qui sont en terminale, qui auraient pu faire des révisions, des soutiens sur des maths, et qui délibérément ont choisi d'être là, eh bien c'est une volonté, et donc sachez que ça me fait bien plaisir, j'espère que je vous tiendrai en haleine. Il ne faut pas forcément vous endormir pour autant, tranquillement, essayez de suivre ce qu'on va faire ici. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu cette intervention que je fais aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui m'auraient vu, pas que je sois passé souvent, je vous l'ai dit, mais qui auraient pu suivre quand j'ai Bonifacio dans le Cap Corse? Non, pas du tout. Et est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression de forcer un peu, non, ça marche? C'est moi qui m'entends peut-être un peu moins, mais ça marche. OK. Et puis alors, de tout âge aussi. Alors je vais essayer d'intéresser tout le monde, parce qu'il y a tous les publics, hein. Il y a même un jeune. Quel âge as-tu? On t'a obligé à venir? On t'a traîné, on t'a mis la vidéo dans les mains pour dire si tu t'ennuies, tu feras quelque chose. Non, je sais parce que je l'ai croisé en bas et c'était le premier en haut des escaliers. C'est déjà un signe. Donc vous voyez, il y a des profs d'université, il y a de tous les âges et notamment des jeunes. Alors on va essayer de parler à tout le monde. Moi, ce qui m'intéresserait dans cette conférence, c'est qu'au bout d'une heure et quart, 1h20 ensemble, hein, c'est à peu près le temps que j'ai prévu pour vous parler de cette thématique-là, eh bien, qu'on soit amoureux des plantes, tout simplement curieux de nature, ou qu'on aime l'histoire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'histoires, étonnamment, à travers des végétaux. Parfois, ça ne saute pas aux yeux au premier abord, mais on peut parler beaucoup d'histoire. Ou qu'on aime la science, d'une manière générale, notamment les dernières découvertes, appliquées pour le coup au monde du végétal. Je pense qu'on aura toujours un truc qui nous plaira. En tout cas, c'est le but. Et peut-être que le but ultime, si j'arrivais à l'atteindre, ce serait qu'à la fin de cette rencontre, la plupart d'entre vous, qui n'auraient pas été sensibilisés aussi précisément à ce sujet-là, se disent « Tiens, moi, je ne voyais vraiment pas les plantes comme ça. Oui, j'aime les fleurs quand on me les offre, ou quand je les offre, ou quand je les regarde dans la nature. J'aime plutôt les arbres, j'aime me balader en forêt, c'est un truc qui me plaît. Mais par contre, là, quand Fabrice a dit ça, j'ai plutôt trouvé ça intéressant. Je vais aller creuser un peu ce truc parce que je ne savais pas qu'on en était quand même là, scientifiquement, de l'étude, ou alors qu'il y avait ces capacités insoupçonnées qu'on me donne ici à entendre, ou que historiquement, elles ont tant compté, moi qui ne les vois que comme des simples plantes vertes, qui me plaisent ou pas. Mais si vous êtes là, a priori, c'est qu'elles vous plaisent plutôt. Alors voilà, le but, ce serait de vous dire, tiens, finalement, ce truc-là est très intéressant. Et peut-être une question pour commencer. Hyper simple, forcément vous avez tous la réponse, sinon vous ne seriez pas là. Quelle est la plus grosse créature vivante sur la planète? C'est une simple question. Il va y en avoir plusieurs dans la conférence. Alors il ne faut pas avoir peur de répondre et surtout pas avoir peur de répondre à côté. On s'en fout, on est là pour passer un bon moment. Qu'est-ce que vous répondriez spontanément? Un arbre? Oui. Ton prénom? Antoine est déjà dans le coup. La grande baleine bleue. La grande baleine bleue, plus grosse créature vivante sur la planète, c'est totalement faux, évidemment. La grande baleine bleue n'est qu'une sardine, et véritablement, à côté du plus gros être vivant de la planète. Je n'ai pas dit du plus grand, j'ai dit du plus volumineux, du plus gros. Il fait 85 mètres de hauteur. On peut surtout, avec lui, construire, si on devait le découper en bûchettes, 120 chalets de type F4, avec son seul tronc et ses seules branches. C'est un séquoia géant qui vit du côté de la Californie. Et ce séquoia géant, il fait 3 baleines, et vous l'avez à l'échelle sur la droite. Le tout petit truc noir, ce n'est pas une tache sur l'écran, c'est un plongeur avec ses palmes, 2,50 m à peu près, à côté, à l'échelle de ce séquoia, qui est de loin la créature vivante, c'était la question, la plus imposante, la plus grosse de la planète. Mais c'est vrai, et c'est normal. Si on devait faire un sondage, a priori, c'est 85% des réponses qui iraient vers là. C'est vrai que spontanément, la grande baleine bleue vient en tête sur ce type de question. Très simple. Quelle est la plus grosse créature vivante? Tout de suite, créature vivante, un truc gros, c'est le rorqual, c'est un truc comme ça, peut-être un éléphant si on était sur du terrestre. Et oui, parce qu'on oublie parfois que les plantes, et donc les arbres, sont dans la catégorie des êtres vivants.
En tout cas, dans la question, on l'oublie, même si tout le monde sait qu'ils sont vivants. Mais la preuve, on n'a pas tous répondu forcément bon. Lui, c'est finalement le plus haut. C'est un séquoia également, hein, à feuilles d'if. Il est un peu différent du général Marshall, qui était le précédent que je vous ai montré, qui était lui le plus volumineux, hein, en termes de bois, de masse. Lui, il fait 115 mètres. Il s'appelle Hyperion. Il n'y a pas plus haut sur la planète. Il n'y a pas plus long. C'est le 2e étage de la Tour Eiffel. Et lui, on ne dit pas où il est réellement. Il est également dans cette forêt de grands séquoias d'Amérique. Mais les scientifiques s'interdisent de pointer en GPS ou de donner l'adresse précise de ce séquoia pour la simple et bonne raison qu'évidemment, on voudrait pour beaucoup aller faire du tourisme à minima culturel, au mieux végétal, en se rapprochant de cet Hyperion, hein, c'est un titan, hein, de la mythologie grecque, on a donné ce nom, et ça fragiliserait vraiment beaucoup le sol au niveau de cet arbre, et on sait que les séquoias tels que lui, si on fragilise ses racines, il meurt très facilement derrière avec, imaginez-vous bien, des milliers de personnes qui iraient le voir et se mesurer à lui, hein. Donc sachez néanmoins qu'Hyperion, vous l'avez ici, c'est le plus haut à 115 mètres. Et celle-là, je la montre parfois à des étudiants, quand autrefois je faisais quelques cours à côté ici, quelques interventions juste en face, eh bien on demandait, puis ça m'arrive de le faire aussi dans les écoles parfois avec des plus jeunes, dites-moi, les filles ou les gars, c'est ce que je disais aux jeunes, hein, ce que vous voyez sur cette photo. Et très rapidement, les premiers mots qui sortaient de la bouche des jeunes ou des moins jeunes, c'est ben Fabrice, moi je vois une famille qui a l'air plutôt contente de s'amuser avec un animal, et puis comme il y a des grilles derrière, il semblerait que ce soit dans un zoo ou un parc. Un truc en tout cas qui a l'air d'être un peu encadré parce que cette bestiole-là est un lémurien, on ne la retrouve pas forcément partout, enfin bref. On me parle, ou on me parlait, du sourire de l'enfant, de la joie de vivre du couple, et très peu, spontanément, une autre fois, aborder le cas de l'arbre. C'est-à-dire que ma question première, c'était juste « Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo ?» On allait jusqu'à me décrire le sourire des enfants ou de l'enfant, mais on ne me disait pas « Tiens, il y a aussi un arbre. » Et puis peu importe si on ne précisait pas que c'est un chêne-liège sur la droite. C'est juste que ce truc-là était vu comme un objet par les personnes que je testais comme ça gentiment en face de moi. Mais ça, on le sait de tout temps, hein. Ça fait très peu de temps dans l'histoire de l'homme et de la science que les arbres sont mis à une échelle un peu au-dessus des cailloux. Pendant longtemps, il y avait les pierres et les arbres au même endroit, c'est-à-dire un truc inerte qui bouge un peu quand il y a du vent, qui pousse si on l'arrose, mais enfin, allez, c'est pas grand-chose. Très haut, au-dessus de tout ça, les animaux, et bien évidemment, au-dessus des animaux, nous-mêmes, autres animaux humains, qui étions au sommet de la pyramide. Aujourd'hui, forcément, vous allez voir que cette pyramide est largement, non pas inversée, mais modifiée. Et cet arbre étant un objet à droite, bien souvent, on le considère comme tel et on ne le regarde plus vraiment, ou à mon avis, pas avec les bonnes lunettes. Tant et si bien que ça fait dire à pas mal de scientifiques, et j'ai la chance dans mon métier d'en côtoyer régulièrement, notamment tous ceux qui ont bossé autour de la physiologie végétale ou du travail scientifique autour des plantes, eh bien, ils parlent souvent d'énorme altérité. C'est-à-dire qu'en vous concentrant un peu, on pourrait imaginer, et certains botanistes affûtés le disent, que les plantes, les végétaux, les arbres d'une manière générale, sont tellement différents de nous, essayez de vous concentrer sur cette notion, elle n'est pas simple au départ, vous ne savez pas forcément où je veux en venir, hein, que les plantes sont donc tellement différentes de nous que ce serait la même chose si un jour on devait rencontrer des extraterrestres, on serait là aussi tellement différent de cette nouvelle forme de vie face à nous. C'est-à-dire qu'en fait, un végétal, et on va le comprendre, vit d'une manière tellement autre, on parle d'altérité, que on ne le comprend pas, on ne le regarde pas, on ne l'identifie pas comme étant véritablement doué de plein de choses et d'une sensibilité importante notamment. Comme si on devait rencontrer demain, non pas un petit homme vert, on sait que forcément il ne sera pas vert et certainement pas un petit homme. On a des indices, en tout cas astrophysiques, qui le disent. Voilà, une forme de vie serait totalement différente de la nôtre si un jour on devait l'avoir, et bien tellement différente qu'on ne l'identifierait pas non plus. Un arbre, ça respire, mais ça n'a pas de poumon. Un arbre, ça mange, mais ça n'a pas de bouche. Un arbre, ça papote, ça parle, ça communique. J'emploie volontairement des mots anthropocentristes ou anthropomorphiques, c'est-à-dire appliqués à l'homme. La bouche, ça parle, hein, mais je vous décrirai tout à l'heure comment ça fonctionne. Des plantes, ça entend, en tout cas une partie, on le sait aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on le prouve. Ça sent, mais ça n'a pas de nez. Ça se tient droit, mais ça n'a pas de squelette. Et ça a même, pour certaines, même si elles sont un peu en difficulté en ce moment, une potentielle immortalité. Mais tout ça avec un fonctionnement tellement différent du nôtre qu'on ne le voit pas plus ou qu'on ne le regarde pas tel quel.
Alors voilà, on va rentrer tranquillement dans toute une série d'informations, et ça va être un vrai zapping qui devrait vous plaire, parce qu'il va vraiment partir, alors il n'y a pas dans tous les sens, hein, le sens est maîtrisé, mais dans plein de domaines différents, de cette longue histoire du végétal et de l'homme à ses côtés. Un petit rappel, je vous le donne comme ça. Vous savez que tout a commencé, puisque autour de l'université, là, quand je suis arrivé en voiture, on le voit bien, il y a plein d'arbres, plein de plantes différentes, mais il y a une vraie histoire, hein, de ces éléments. On sait que ça a commencé forcément dans l'eau, il y a 1,5 milliard d'années, un peu plus tôt pour les algues bleues, mais on parle d'algues vertes qui commençaient à faire de la photosynthèse. Imaginez qu'à cette époque, vous n'existez pas évidemment, la Terre est déjà là, on est il y a 1,5 milliard d'années, prenez ça en tête, et il y a simplement dans l'eau des petits filaments verts en l'occurrence, qui se développent et qui, un jour, vont se retrouver ballottés sur les flots, enfin sur la rive. La mer, à la faveur d'une régression, et notamment d'une météorologie qui va changer, va se retirer. Vous avez donc symboliquement, schématiquement, des algues qui se retrouvent sur le sable. Et on est là sur une planète où il n'y a pas une mouche, où il n'y a pas un animal, où il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a rien d'autre que des roches, du sable éventuellement, mais pas trop encore décomposé, parce qu'il faut attendre que les plantes le fassent, de la lave parfois dans certaines régions, et de l'eau. Mais rien du tout de verre, et rien du tout d'animal. Il n'y a rien d'autre que des algues échouées. L'atmosphère est un peu différente aussi, forcément. Et que donnent des algues échouées qui essayent de s'en sortir? Quand vous êtes une algue et qu'on vous échoue sur la plage et que la mer se retire et que vous êtes dans des mares littorales, vous avez deux choix. Et ça va se passer très souvent dans le vivant et au cours de l'évolution et de toute la théorie qui gravite autour. Soit vous évoluez et vous arrivez à vous en sortir sur une génération suffisante pour ne pas mourir, vous et vos descendants, soit vous mourrez parce que vous ne vous adaptez pas à une nouvelle condition. Et là, les algues qui ont réussi à s'en sortir vont se mettre de tout petits crampons, de minuscules racines, et vont devenir les premiers astronautes végétaux du Paléozoïque, c'est-à-dire la mousse. Aujourd'hui, quand on voit de la mousse, si vous ressortez tout à l'heure et que vous mettez, je pense au jeune homme par exemple, sa main sur de la mousse, j'en ai vu sur l'escalier qui nous amène ici jusqu'à cet espace, eh bien vous avez la main, quand vous touchez de la mousse, hein, du lichen aussi un peu différemment avec l'alliance proche d'une algue, vous avez la main sur votre arrière-grand-mère. Vous avez la main sur un élément vivant qui est le plus vieux que vous puissiez voir d'œil d'homme ou de femme aujourd'hui. Il n'y a pas plus vieux, plus archaïque. Remarquez comme elle est archaïque, la mousse, encore aujourd'hui. Celle qu'on met sur les crèches, à Noël, pour faire joli. Elle ne fait pas de fruits, elle ne fait pas de fleurs, elle a très peu de racines, elle n'a pas de bois. Elle est restée à l'époque d'avant les dinosaures, clairement. Mais c'est pour moi l'astronaute du Paléozoïque, c'est-à-dire le premier qui a réussi à mettre un pied sur la terre ferme en termes de végétal. Et ça, c'est à la suite de ces mares littorales. Et puis après, c'est la grande compétition pour gagner sa place au soleil et aller tranquillement manger au restaurant à l'œil, qu'est le soleil pour les plantes via la fameuse photosynthèse. Quand on dit qu'une plante fait une photosynthèse, si on veut réduire au maximum la donnée, c'est tout simplement un resto à l'œil de lumière qu'on transforme en sucre, qu'on garde pour soi et qui nous permet de manger. Il n'y a que les plantes qui savent faire ça. D'ailleurs, l'homme essaye en vain pour l'instant, vraiment scientifiquement, de la reproduire. Et donc c'est la course au restaurant. Qui arrivera le premier, maintenant qu'on s'est installé, là il y a toute une série de végétaux qui vont partir, eh bien, à se nourrir. Et sachez qu'entre une mousse toute petite que vous avez en haut à gauche, enfin en haut au centre, et par exemple le prêle de cette taille-là, c'est-à-dire imaginez un petit bâton de 10 cm. J'ai de la mousse et je vous montre ensuite un tout petit bâton, graminé si vous voulez, de 10 cm avec rien dessus, hein, un truc que j'ai arraché dans la pelouse tout à l'heure là. Combien d'années d'évolution, malgré tout, a-t-il fallu à la nature pour, d'un petit brin de mousse, arriver à créer cette structure qui commence à s'élancer vers la lumière solaire, en l'occurrence, en termes de compétition, il faut y arriver avant les autres, qui ne fait que 10 cm et qui est hyper simple au niveau physiologie. Combien d'années a-t-il fallu pour, une fois qu'on a conquéri la terre ferme, partir comme ça vers le ciel, d'après vous? Sur un tout petit bâton tout simple, un brin d'herbe, simplifions. Je vous la fais courte, t'es un peu loin. 100 millions d'années. La nature a quand même mis 100 millions d'années de recherche et développement pour créer un petit bâton
de quelques centimètres de hauteur, qui plus tard aura du bois à l'intérieur, qui plus tard fera des branches, qui bien plus tard aura des feuilles, des fleurs, des fruits, mais ça c'est hyper technologique. On va le voir, les fleurs et les fruits, c'est de l'Internet, là on n'est même pas au Minitel, hein, en termes de compétences. Mais enfin, on arrive vers des premiers grands prêles, par exemple, hein, qui vont surgir. Après, c'est la grande époque des fougères, les grands palmiers arrivent aussi, puis les conifères, et quand on a la suite logique de cette amélioration historique de la nature, il n'y a encore aucun humain, il y a déjà quelques animaux évidemment, hein, pour les conifères, il y a même les dinosaures qui sont là, on est largement au Crétacé. On a les premières plantes à fleurs, à fruits, il y a 150 millions d'années. Aujourd'hui, on recule à peine la date, mais on est sur ça. Et surtout ensuite, on a une invention incroyable, celle-ci. Quand vous voyez une fleur aujourd'hui, est-ce que vous êtes impressionné? Pas plus que ça. Mais reprenons les choses et rendons-les les plus simples possibles. Qu'est-ce que c'est stratégiquement qu'une fleur? Si vous vous posez la question, pourquoi les fleurs sont belles? Pourquoi les fleurs sentent bon? On l'apprend à l'école, ça, on l'apprend au lycée, mais on l'oublie parfois. On l'oublie parfois parce qu'après, on reste sur des mots de biologie qui sont importants, hein, qui sont parfois complexes à enregistrer quand on aborde ces matières-là. Mais faisons table rase de choses compliquées. Clairement, c'est quoi une fleur? C'est vivant, oui, mais c'est quoi? C'est quoi son intention? Pourquoi une fleur est belle, sent bon? Je parle notamment de celles qui ne sont pas modifiées par l'homme, par croisements successifs, pour faire de beaux bouquets chez le fleuriste. Je pense à celles que vous voyez sur n'importe quel arbre, ici par exemple, ou dans la nature, quelle que soit son espèce, je dirais. C'est tout simplement, oui, mais c'est tout simplement un panneau publicitaire en 4x3 en bord de route. Une fleur, c'est rien d'autre qu'un très beau panneau en 4x3 que vous verriez en allant au Géant Casino. Il y a marqué un grand Géant Casino, tourné à droite à 300 mètres, 52 galeries marchandes. Une fleur, c'est ça. C'est du pur marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon but, dans la vie, quand j'ai réussi technologiquement à créer cette chose-là par coévolution, on va le comprendre avec les insectes notamment au départ, c'était de séduire à tout prix celui ou celle qui viendra sur moi, par la couleur qu'il verra, par l'odeur qu'il sentira, par les pistes qu'avec ses yeux notamment, hein, vous savez que les coquelicots par exemple, les abeilles les voient totalement noirs avec les filtres UV qu'il y a, hein, c'est pas du tout le rouge pour nous, oui, avec nos yeux, mais c'était pas pour nous que les coquelicots ont été créés, hein, c'était pour qu'ils soient vus en piste noire par notamment les abeilles, mais toutes les fleurs ont des pistes comme ça bien dessinées, le cœur d'une fleur généralement est différent de la couleur des pétales, ça veut dire tu atterris là, hein, c'est ta piste d'atterrissage avec les mecs sur le bord des avions, hein, qui ont les petits phares en disant c'est là que ça se passe. Donc c'est séduire le chaland, faire en sorte qu'il trouve la plupart du temps, la nourriture, la récompense qu'il est venu chercher parce que j'ai réussi à l'attirer dans mon resto à nectar à l'œil, là aussi. Et en partant, forcément, il va se frotter la carcasse, les poils, les pattes sur les spermatozoïdes que j'aurais laissés dans un coin, donc le pollen en l'occurrence, et ils repartiront plus loin, ces insectes, chauves-souris et même lémuriens parfois, il n'y a pas que les insectes, ça peut être des plus gros porteurs, hein, et ils iront se frotter sur d'autres fleurs qui seront à ce moment-là, qui auront les étamines au bon endroit, les pistils au bon endroit, pour avoir les gamètes femelles, enfin les spermatozoïdes, le pollen en l'occurrence, et la partie femelle de la plante qui rentre en contact. Et parmi celles qui ont, à mon sens et au sens de beaucoup de botanistes, eh bien, la technologie la plus avancée, ce sont notamment les orchidées. On en a beaucoup en Corse. Hein. Elle, cette orchidée-là, en coévolution, par essai-erreur, parce qu'à un moment donné, on a gardé ce qui marchait et on a abouti à cet objet incroyable de l'orchidée abeille. C'en est une parmi d'autres, hein, orchidée ou plante, qui a technologiquement poussé les choses très loin. D'autant plus qu'elle, c'est de la duperie. La plupart du temps, la récompense, c'est-à-dire le nectar pour l'énergie que va venir chercher l'insecte, hein, en l'occurrence, eh bien, la récompense est souvent très faible, voire absente. C'est de la duperie, on verra tout à l'heure un bel exemple. Mais enfin, l'orchidée abeille, par exemple, a réussi à imiter, vous le voyez, vous l'avez ici, le corps du faux bourdon ou de l'abeille, il y a plusieurs variétés, hein, mais enfin, il peut y avoir une légère différence. Les poils, évidemment, hein, vous voyez ici, c'est exactement la même fonction, la couleur qui va bien, et même l'odeur des phéromones émises par les femelles avant possible copulation. Ça veut dire que la plante, sans cerveau, sans neurones, mais par phénomène d'évolution, a réussi aujourd'hui à aboutir à un truc qui a la couleur de l'abeille femelle, l'odeur de l'abeille femelle. C'est une plante, hein,
avec une petite tige qui fait tout ça, et qui a la forme qui convient, et même la sensation d'avoir des poils, en tout cas en termes de copulation qu'on voit ici avec quelqu'un qui se plante complètement, c'est-à-dire que ce faux bourdon-là vient, il se plante sur cette fleur-là où il n'y a finalement pas grand-chose à faire parce que ce n'est qu'une plante, mais en attendant, il va partir avec du pollen accroché sur son pelage ou sur ses pattes, et notamment, parfois, là vous avez clac, hein, des toutes petites choses qui se referment sur lui. Alors ça, c'est quelque chose de complètement bluffant. Et ceux qui aiment les plantes, vous savez que c'est elle, hein, pour l'instant, qui a le record de plantes actuellement visibles par l'homme, la plus ancienne, remontant à une centaine de millions d'années, pense-t-on, pour sa présence sur la Terre. Elle est en Nouvelle-Calédonie et elle s'appelle Amborella trichopoda. Voilà la plus vieille fleur au monde que vous pouvez encore voir aujourd'hui, hein, qui soit arrivée jusqu'à nous. Et celle-là, vous la connaissez sans doute, notamment pour les habitants de Moltifao ou les habitants de Porto Vecchio. Ouais. Ça, c'est l'arôme mange-mouche, par exemple, hein. Vous l'avez notamment sur les odeurs de Moltifao. Pourquoi cette plante est extrêmement intéressante? Parce que ce qu'elle fait est complètement dément. Quand on décortique, évidemment, et quand on se passionne pour ce type de stratégie. Là, on est en plein dans la duperie. Ça veut dire que je te fais croire qu'il va y avoir à manger, tu vas venir sur moi, par contre, tu vas repartir bredouille. C'est-à-dire que du nectar, je n'en produis pas. La plupart des fleurs le font, c'est-à-dire tu viens sur moi parce que je t'ai attiré, puis tu repars avec ton sandwich. Là, en l'occurrence, tu vas repartir sans rien. Mais ce n'est pas que ça qui est intéressant. C'est que cette plante-là, qui est très étudiée par les universitaires, d'ailleurs, je pense à Marc Giberneau, qui fait partie ici d'un laboratoire CNRS, hein, l'université, c'est un des plus grands connaisseurs au monde de cette chose-là. Quasiment toutes les choses qui sont écrites sur l'arôme, ça vient de lui, donc ça vient de l'université de Corse, que je vous dis. Eh bien, vous avez cette plante qui, donc, en ce moment même, hein, dans le Cortenay un peu plus loin, imite la couleur de la chair, évidemment, parce que les mouches, notamment les mouches, hein, pour elles, qui vont venir et qui vont être attirées par ce végétal-là, sont des mouches qui habituellement aiment la chair en décomposition. On le voit bien, ça fait partie de quelque chose de très connu dans l'univers animal ou végétal. Donc la plante, dans un premier temps, par système évolutif, va avoir gardé ce qui a marché et aujourd'hui se retrouve avec ici eh bien, une forme particulière, un spat, et puis surtout une couleur un peu de viande avariée entre le rouge, le brun, comme s'il y avait des asticots blancs dessus. Déjà, on a la couleur. C'est déjà une première chose qui trompe bien l'ennemi. Ensuite, évidemment, on a l'odeur. Si vous mettez votre nez sur ce type d'arôme, vous sentez la viande pourrie, tout de suite, vous, hein, avec des molécules qui sont spécifiques, que l'insecte reconnaît également comme telles. Les mouches arrivent ici, tombent au fond sur un petit toboggan, qui est assez liquide d'ailleurs, hein, au niveau de ce que vous imaginez être une grande feuille là. Ça se passe tout en bas ensuite, c'est-à-dire les insectes tombent au fond dans un petit goulet, et là, elles sont, ces mouches-là, gardées au chaud, tranquillement entre quelques heures et une journée. C'est-à-dire qu'au fond de l'arôme, elles sont prisonnières, ces mouches, elles n'ont rien trouvé, elles se sont fait berner par l'odeur et la couleur de viande qui n'en était pas. Et ça se passe, pas en ce moment parce qu'elle n'est pas en fleurs, mais ça se passe là, hein, tout le temps autour de nous, cette affaire-là, vraiment en Corse, hein, ou du côté des Lavetti. Donc les mouches se retrouvent en bas, il y a des petits barreaux qui se referment sur elles, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas remonter par rapport au toboggan qui les a précipitées dans l'urne en bas de la plante. Les petits barreaux sont en fait des fleurs qui sont mâles ou femelles en l'occurrence, mais qui ne donnent pas de graines derrière. Et ces barreaux-là t'empêchent de remonter quand tu es une mouche. Les parois de l'arôme en bas sont suffisamment poreux pour que ces mouches emprisonnées momentanément puissent respirer. Il y a même un petit liquide qui leur permet de se sentir plutôt bien et d'avoir un peu de nectar déjà, quelques trucs qui les tient en bonne forme. Le but du jeu, c'est quoi pour cet arôme? C'est de faire en sorte qu'il y ait pollinisation, c'est-à-dire transport sexuel en réalité, et acte à distance, hein, Kama Sutra, par personne interposée, en l'occurrence par insecte interposé. Eh bien, généralement, la plante est ou femelle ou mâle, mais pas les deux, et elle va changer à un moment donné. Enfin, elle va changer. Il va y avoir une activité de sa zone femelle ou de sa zone mâle sur quelques jours de distance. Ça veut dire que quand la mouche tombe, il va y avoir à un moment donné, pour certaines par exemple, du pollen qui vont tomber sur les mouches comme ça. Si moi je vous mettais du sel sur la figure, ce serait un peu pareil. Elles sont prisonnières en bas et du pollen leur tombe dessus. Les barreaux vont flétrir, elles vont pouvoir partir, elles sont libérées de leur geôle et elles vont aller s'empaler sur une autre fleur, en l'occurrence la même, elles vont rentrer dedans et là c'est le côté femelle qui va être actif, donc il va y avoir contact entre ces éléments de reproduction. Et ça se passe comme ça en permanence. Mais ce qui est absolument génial, c'est que regardez ce qui a été trouvé assez récemment. C'est qu'en plus de tout ça,
en plus d'avoir des prisonniers, en plus de les entretenir tranquillement dans la geôle, en plus de faire tomber sur eux la matière de reproduction, en plus de les libérer au bon moment pour qu'ils aillent se reproduire, enfin permettre une reproduction à côté, la plante a le sang chaud. Alors c'est une vraie métaphore, je dois la transformer. La plante, par une activité très particulière, une respiration en fait très particulière au niveau de ses cellules, chauffe l'intérieur de son corps. En vérité, le spadis, qui était une sorte de cône qu'il avait au milieu, là, comme une sorte de dard élancé. Et c'est ce que vous avez ici en orangé au milieu. Hein. Là, vous avez la grande feuille, hein, si vous voulez simplifier, et là, au milieu, vous aviez cette sorte de cornet qui sortait. Eh bien, la plante permet, par une respiration particulière, un travail de ses cellules, eh bien, de chauffer cet endroit-là. Dans un premier temps, il y a 3 moments importants, 7 degrés, 14 degrés et jusqu'à 19 degrés au-dessus de la température ambiante. Ça veut dire qu'à Moltifao, par exemple, il fait 12 degrés le matin au printemps. Si je mets mon thermomètre, comme vous le voyez ici, hein, enfin ce n'est pas le thermomètre, mais c'est la photo qui révèle la chaleur, eh bien la plante est à 27, 28, 30 degrés, elle, alors qu'autour c'est 12 degrés. Et ça, c'est complètement dément. La plante se chauffe, mais pourquoi fait-elle ça ? Pourquoi un arôme, par exemple, choisit, en termes évolutifs, en tout cas garde ça quand ça fonctionne, de chauffer une partie de son corps ? Il y en a d'autres qui le font. Il y a le chou-puant qui fait partie aussi d'une famille très très proche au Canada, qui les pieds dans la neige, tout est à 0 et lui il est à 22, tranquille. Il est à 22, il se chauffe tout seul, hein, c'est chauffage interne. Hein. Pourquoi ? Il survivrait dans la neige, hein. Comme ici ça survit aux températures, ce n'est pas pour lui. D'après vous, pourquoi ça chauffe comme ça à Moltifao ? Et ailleurs, hein, je vous prends un exemple qui est juste à côté. Thermogénèse, hein, c'est un thème intéressant, c'est celui-ci. Eh bien, pour 2 raisons principales. D'abord parce que quand vous chauffez, et vous le savez, quand vous mettez une prise à la maison, par exemple, pour que les parfums partent plus fort quand ce sont des parfums artificiels, c'est la prise électrique en fait. Hein. Quand vous chauffez, les molécules parfumées s'en vont généralement plus loin ou sont beaucoup plus puissantes. Donc le fait de chauffer l'intérieur de son corps, ça sent beaucoup plus l'urine, car c'est parfois l'urine, et ça sent beaucoup plus la viande pourrie que vous essayez de faire partir, parce que c'est ce qui va séduire la mouche de très loin qui va passer. Donc en chauffant, ça fait partir plus loin ces molécules olfactives, pour simplifier. Et surtout, et ça c'est très intéressant, remarquez pour les chasseurs parmi vous, ou ceux qui connaissent les animaux dans leur milieu naturel, quand un animal meurt, bien souvent, par phénomène de méthane, son corps chauffe, gonfle bien souvent, mais chauffe aussi. Hein, ça chauffe dans un premier temps, avant que tout ça ne refroidisse. Eh bien, c'est bien là aussi une des stratégies possibles. C'est-à-dire, comme on veut imiter un vieux morceau de viande mort, quand on est cette fleur-là, de l'avoir un peu chaud, ça renforce le leurre. Hein. C'est ce qu'on appelle la duperie. Et là, c'est absolument fascinant de voir à quel point les stratégies sont élaborées. Ça, c'est juste un miroir que je vous tends. Et ce miroir-là, c'est vous ou moi. Il y a environ 150 millions d'années, on aurait pu choisir d'autres éléments, mais ce petit mammifère va bien, à l'époque des premières fleurs. Ça veut dire au moment où je vous raconte ce type d'histoire, au moment où les plantes autour de nous ont déjà mis en place ces stratégies absolument bluffantes, nous ne sommes encore, si on croit à la théorie de Darwin et qu'on est un peu moins créationniste, ce serait plutôt bien pour cette conférence, eh bien nous étions encore, nous, pas encore des singes, bien loin d'être Homo sapiens sapiens, nous étions un truc qui ressemblait un peu à ça. On a quelques longueurs de retard sur les végétaux, vous l'avouerez, avec ce miroir que je vous tends. Ils ont eu le temps, et on va le voir, de mettre en place des choses encore plus bluffantes. Et il y a une partie à la fin qui est très chouette, où vous allez voir les choses qui, en tout cas, me bluffent le plus dans la nature, quand les plantes se foutent de la gueule des animaux, hein, clairement. 3 000 milliards, à quoi pourrait correspondre ce chiffre ? Super, enfin, c'est à la fois compliqué, parce qu'on peut mettre n'importe quoi derrière un chiffre comme ça, balancé au hasard. Alors je vous le donne, hein, c'était juste pour vous faire en sorte de garder vos pupilles éveillées. 3 000 milliards, c'est le nombre d'arbres ou de grands arbustes, en fait. On oublie les brins d'herbe, c'est un peu complexe à compter, que nous avons sur la planète. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup ? 3 000 milliards d'arbres et de belles plantes sur la planète. 3 000 milliards, ben ça fait beaucoup quand même quand on compte comme ça. En réalité, on sait qu'il y en avait 2 fois plus il y a 10 000 ans. C'est-à-dire au moment de la sédentarisation humaine, pour les grandes parties du globe, on est à peine aux prémices du néolithique, il y avait 2 fois plus que ces 3 000 milliards, vous calculez tout seul, de nombre de plantes. Et on sait que depuis le début de cette conférence, c'est-à-dire depuis 20-25 minutes à peu près, il y a environ 250 terrains de foot, de la valeur de celui de Fouriane, et c'est pour ça que je vous ai mis sa photo derrière, qui ont disparu du globe en termes de forêt. Une forêt de la taille
du terrain de foot de Fouriagne disparaît toutes les 7 secondes dans le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au Brésil ou ailleurs. Maintenant, un stade complet en termes de valeur vient de disparaître en termes de forêt, d'arbres, etc. Donc c'est très inquiétant et c'est énorme en termes de disparition. Et je vous parle là malheureusement, mais je n'incrimine pas ceux qui le font pour autant. C'est beaucoup plus simple de le dire quand on a bien mangé à midi et quand on est ici, que je vous parle évidemment de coupe sauvage et non pas de coupe organisée pour la filière bois. Mais c'est plus facile s'ils le font. Peut-être qu'ils n'en ont pas envie non plus, mais les conditions de survie ailleurs sont bien plus complexes. Donc ne jugeons pas simplement, voyons quand même que c'est très important. 255 kilos, c'est quoi d'après vous ? Ça peut être aussi plein de choses, hein. Un peu compliqué tout ça. 255 kilos, c'est le poids en oxygène que vous avalez par an. Un homme normalement constitué, c'est 700 grammes d'oxygène avalé par jour. Ce soir, quand on va se coucher, on aura mangé 700 grammes d'oxygène chacun. Hein. Et ça fait, en calcul, 255 kilos par an. Ce qui fait qu'on a besoin, en réalité, si on faisait ce calcul très simple, vous et moi, de 10 arbres à côté de nous pour vivre et pour respirer. Je vous passe évidemment sur des choses simplistes. Les arbres vous renvoient l'oxygène qui n'est pas naturellement présent ici si la flore ne faisait pas ce travail-là, hein, sur du dioxyde de carbone absorbé, c'est-à-dire le pot d'échappement de vos voitures transformé en oxygène après RAW de la plante, c'est-à-dire la plante absorbe du pot d'échappement de la voiture, à un renvoi parce qu'elle a bien mangé, et ce déchet, ce renvoi, vous précipitez dessus pour le manger, l'avaler, parce que c'est celui qui vous fait vivre. Ça s'appelle l'oxygène. Hein. On a besoin de 10 plantes par personne pour vivre et avoir suffisamment de bouteilles d'oxygène pour nous, si on faisait un calcul rapide. Et en réalité, on en a 422 à disposition par personne en calcul aujourd'hui autour de nous. On est plutôt bien, on a plutôt une bonne réserve d'oxygène, mais forcément, je vous l'ai dit, toutes les 7 secondes, vous en avez un peu moins. Alors rapidement savoir aussi qu'évidemment, hein, il y a des études assez intéressantes, pas du tout ésotériques, hein, très intéressantes aujourd'hui, plus remises en cause par le monde scientifique, autour de la sylvothérapie, où on va dire le bienfait de se promener en forêt. Je ne dis pas d'embrasser un arbre, hein, on n'est pas dans ça. Je ne dis pas d'enlacer son tronc, de ressentir des choses. Chacun est libre d'essayer et de ressentir des choses. Là, je vous parle de choses qui sont sur, par exemple, des prescriptions médicales. En Chine ou au Japon, au lieu de vous donner des antistress, des antidépresseurs, au lieu de vous donner des choses pour booster votre mémoire, on vous met sur une ordonnance aujourd'hui. Des millions de personnes en ce moment même se font prescrire ça à l'autre bout de la planète. On vous met 30 minutes de balade en forêt, 42 minutes de balade en forêt par semaine, 1 heure par semaine, voilà, etc. Et souvent, c'est dans des forêts de résineux quand on peut. Je pense à Vite-Savone à côté, de tout ce qui nous entoure ici dans le Cortenay, parce que notamment les résineux sont connus en termes d'expérience autour de leur pôle de présence pour avoir le plus haut taux de phytoncide relâché dans l'air. En gros, d'huile essentielle. Hein, quand vous aimez l'huile essentielle, nous on la transforme, on la travaille, on la puise, mais au départ c'est quand même un truc qu'ont inventé les plantes pour notamment se défendre contre les pathogènes et les virus. Et ça se balance dans l'air, c'est plusieurs kilos à l'hectare hein, qui flottent au-dessus de nous. Et notamment vers les résineux qui sont très très bons pour ce type de défense et d'alerte, hein, les phytoncides. Eh bien, les phytoncides, quand vous vous promenez à Vite-Savone, par exemple, suffisamment longtemps, vont forcément pénétrer par vos voies respiratoires. Et c'est 5% aujourd'hui sur une demi-heure de balade de boost cérébral, dit-on au Japon, quand on étudie l'effet. Ce n'est pas non plus 50% de gagné. Hein. C'est quelques pourcents, un antistress au moins, des globules qui passent beaucoup mieux. Les globules blancs autour des lymphocytes qui s'agitent beaucoup. Et ça, c'est une défense naturelle importante. Donc la balade en forêt, ailleurs dans le monde, et sur les ordonnances des médecins, très clairement affichée. Et puis une semaine autour de cette importance des plantes, qui était ce tout petit pôle sur lequel je vous tenais là. Une semaine, c'est ce que nous aurions à vivre, vous et moi, si j'effaçais de la planète tout ce qui est végétal. Et je prends aussi les algues avec, hein, qu'on pourrait mettre dans une autre catégorie, qui sont, elles, en réalité, celles qui font le plus d'oxygène, hein, qui sont le véritable puits important pour nous. C'est même encore plus les algues aujourd'hui que les forêts sur le globe. Hein. Et ici, on est très très bien placé sur la Méditerranée. Je pense à la plante maritime qui est la posidonie aussi, qui fait très bien ça. Une semaine, c'est ce qu'on aurait à tenir ici, sur cette planète, si on enlevait tous les arbres. Vous ne pourriez plus, je ne pourrais plus, les animaux ne pourraient plus respirer. Et on mourrait. Par contre, les végétaux peuvent demander leur indépendance, comme la Catalogne. Ils peuvent demander leur indépendance parce qu'eux ne mangent personne pour vivre. Et eux n'ont besoin de personne pour survivre. Vous, contre un arbre, je sais qui terminera le dernier sur la Terre.
Moi, face à un séquoia, un chêne ou un bout de bambou que j'ai vu là-bas dehors, il sera forcément présent, normalement, si forcément il n'y a pas une éradication précise envers lui, beaucoup plus longtemps que moi sur cette planète. Il n'a pas besoin de moi pour vivre, j'ai besoin de lui largement pour vivre, lui ou un autre. Alors oui, les plantes carnivores vont, parce qu'elles manquent d'azote, trouver des petits insectes à décomposer, etc. Oui, elles peuvent avoir besoin, mais c'est une minorité dans l'ensemble, évidemment, floral mondial. Allez, on fait un truc à part, une pause. Vous vous réveillez, tous, mais vous l'êtes, et on va parler de choses très rigolos, je trouve, qui sont des drôles d'anecdotes autour des plantes et des hommes, comment à un moment donné, des choses très basiques aujourd'hui, que vous avez dans votre cuisine, sur votre balcon, dans votre jardin, ont pu avoir une importance incroyable. Ça fait partie, pour moi, d'un véritable patrimoine oublié, et revenons aux choses essentielles. Quelle a été la longue histoire des plantes et des hommes à travers plutôt de l'anecdotique, et parfois un peu moins que d'anecdotique quand même, vous allez voir. Un petit parcours quand même très rapide. Aujourd'hui encore, on a des plantes, des arbres, des végétaux partout autour de nous, ok. Mais on oublie parfois tout ce qu'ils nous procurent, évidemment, dans un premier temps. Sans arbres, à mon sens, pas d'humain. Mais pas d'humain au sens bipède avec un micro à la main et un ordinateur qui fonctionne. Parce que l'arbre a bien été, et ce n'est pas qu'une formule de le dire, on descend de l'arbre, le singe descend de l'arbre, l'homme descend du singe. Oui, l'arbre a véritablement été protecteur. Nous étions anciennement protégés dans les arbres, avant de se débrouiller avec des outils à la main pour s'en sortir, notamment dans les savanes, si on pense au berceau de l'humanité. L'arbre, évidemment, c'est le feu, donc c'est la viande, donc c'est un accroissement du cerveau derrière. L'arbre, c'est ce qui se mange. Je vous ai mis des figues plutôt que du blé, parce que les figues, on a retrouvé aujourd'hui des traces plus anciennes de production et d'hommes qui l'a capté bien avant le blé, vraisemblablement, du côté de l'Orient. L'arbre et tout ce qui va autour, on se loge, on se soigne, évidemment, là on pourrait faire une conférence que sur ça, on se déplace aussi grâce à des arbres. Si on a pu se déplacer quand on était au néolithique pour mettre pour la première fois sur les traces retrouvées actuellement le pied en Corse, c'est bien en venant avec des radeaux de fortune ou tout du moins des troncs creusés sur des pirogues. Pas d'arbres, pas de pirogues. Vous ne venez pas du côté toscan d'aujourd'hui, si vous n'avez pas ça à l'époque pour coloniser, entre guillemets, de manière saisonnière, puis ensuite sédentaire, une nouvelle île comme ici. Donc le végétal, c'est aussi celui par lequel, quand le train, la voiture, le vélo n'existent pas forcément, je voyage. On écrit, on transmet, je pense au papyrus, on fait des outils, on fait des armes, évidemment avec du bois. Imaginez tout ce que vous pouvez faire, de l'arc aux flèches en passant par tous les outils agricoles. On se fait des vêtements avec le lin, avec le chanvre, et j'en passe. On se parfume, évidemment. Là, il y a toute une conférence aussi sur les parfums et les plantes. On communique avec les anciens par la voie des chamans, par la voie de plantes psychotropes. On va y revenir rapidement. Et puis, on fait du commerce, évidemment. Je pense au poivre, payé en espèces. Autrefois, c'était payé en épices. Payé en espèces, en épices, c'était la même chose. Et le poivre valait plus, évidemment, que des sesterces à l'époque. Il valait mieux avoir les poches pleines de poivre à l'époque antique que les poches remplies de pièces. C'était beaucoup plus rare à un moment donné, évidemment. Allez, quelques plantes intéressantes. Si je vous dis ça, vous pensez à quoi? Forcément, là, vous pouvez avoir la réponse. Des sorcières s'envoient en l'air. À quel végétal ça vous fait penser? Il n'y en a qu'un. À chaque fois, il y a des petits moments comme ça qui vont arriver là maintenant. Je vous donne juste une toute petite définition du type quiz et vous me dites qu'est-ce qui peut se cacher derrière. La bruyère, ouais, pour le balai. Mais alors, je n'ai pas voulu mettre ça. Évidemment, c'était une solution possible. Moi, je vous en ai mis une autre, un peu plus cabreuse. Je vais utiliser des mots un peu fins parce qu'il y a un enfant de 12 ans. En réalité, je vous ai mis la mandragore, qui n'est pas présente en Corse, mais qu'on a beaucoup, étonnamment d'ailleurs, en Méditerranée, partout autour. Il y en a en Italie, il y en a pas en France continentale, mais il y en a en Espagne, il y en a même sur des îles pas très loin de nous, en Méditerranée, mais enfin, on n'en a pas en Corse. La mandragore, c'est une plante toxique, fait partie des toxiques. Vous l'avez ici lorsqu'elle est en fleurs, elle est plutôt insignifiante, on va dire, avec ses petites fleurs et ses feuilles. Mais surtout, elle a une racine qui, depuis toujours, et la mandragore, quand vous ouvrez un bouquin de botanique, c'est peut-être la plante qui a le plus fait parler les hommes depuis la nuit des temps. Si on a vraiment écrit sur une plante, c'est sur la mandragore, et pas que sur sa toxicité. C'est notamment parce que sa racine, qui ressemble un peu à celle des carottes, qui est tournante comme ça, qui rentre dans le sol un peu comme si on voulait, de manière vrillée, aller très profondément, a la forme, dit-on, depuis toujours, quand on déterre de bons spécimens, d'un homme, d'un petit homme ou d'une petite femme enterrée, donc une forme anthropomorphe, la forme d'un personnage, et depuis toujours, la mandragore, évidemment, est magique, puisque c'est un petit homme enterré qu'on sort de la terre quand on va la chercher.
Et on ne va pas, ça fait peu de temps que désormais on peut aller les voir dans la nature, je dis en Italie, en Espagne, il m'est arrivé d'en trouver, on la voit comme ça, on la déterre, on s'amuse à regarder comme une carotte qu'on déterrerait la forme de sa racine, mais autrefois, ça ne marchait pas comme ça, et j'en arrive aux sorcières. Autrefois, pour déterrer une mandragore, il fallait qu'on soit accompagné d'un chien, rituel magique, c'était souvent que les sorcières et les sorciers qui le faisaient d'ailleurs, hein, ou les mages. On accrochait la mandragore à la queue du chien, on se barrait assez loin, on sifflait son chien, il arrivait vers nous en courant avec sa queue, il déterrait lui la mandragore, et on faisait tout ça pourquoi? Parce qu'on disait que la mandragore criait très fort, criait extrêmement fort au point de vous percer les tympans et de vous faire mourir sur le champ quand vous la déterriez si vous n'aviez pas pris la précaution d'être loin à ce moment-là. Et il fallait qu'il y ait une jeune fille vierge toujours à vos côtés, j'ai oublié de le préciser. Il fallait que vous ayez un chien, une jeune fille vierge, c'est comme ça, et que vous partiez très loin, après vous retrouviez éventuellement, mais pour déterrer cette affaire-là. Et le rapport avec les sorcières, et puis il y a plein d'autres choses autour de la mandragore, c'est qu'elles utilisaient le côté toxique en onguant. Ça veut dire que les vraies sorcières, hein, celles qui avaient le pouvoir en tout cas de guérir, de soigner, de voir des choses obscures ou plus claires sur les gens qui venaient les consulter, je pense au moment fort du Moyen-Âge, les sorcières se mettaient, on le retrouve dans beaucoup de textes, de la pommade toxique pour interpréter mieux les choses, partir vers d'autres horizons. Et souvent, dans cette pommade qu'elle se mettait sur le corps, il y avait de la mandragore, de l'aconite et de la jusquiame. Hein, c'était mélangé. Et donc, plus précisément, et on en arrive aux sorcières, au-delà du balai de Bruyère, qui était d'ailleurs souvent en Bruyère, évidemment, eh bien, on sait que pour que, et prenez-le au bon degré, je ne fais pas de dessin derrière, pour que la pommade psychotrope pénètre mieux dans le corps de ces sorcières, elle mettait cette pommade sur un bâton, d'où le balai dans le folklore, qui a été repris derrière. Et ce bâton, elle le mettait entre les jambes, jambes nues. Donc au contact, je ne vous fais pas de dessin, des muqueuses vaginales. Mais vraiment, à cheval dessus. Et c'est comme ça que la pommade pénétrait davantage à l'intérieur du corps avec l'effet psychotrope recherché de la sorcière, et qu'elle s'envoyait en l'air, aux deux sens du terme. Donc, le coup du balai volant entre les jambes, vous l'avez là historiquement. Alors, autre chose, qui se cache plus facile derrière ça? Il a déclenché la première greffe de l'histoire. Quel est ce végétal que vous avez tous les jours sous le nez, vous cuisinez avec, qui a déclenché la première greffe de l'histoire? Bien avant celle du 17 novembre prochain sur, je crois, le problème de l'essence. Là, on est en Égypte. On est autour de la pyramide de Khéops. On est au XVIe siècle avant Jésus-Christ, hein, il y a 3600 ans. Et celui qui a été le premier à déclencher une greffe, c'est tout simplement l'ail. Quand vous avez une gousse d'ail aujourd'hui dans les mains, au-delà du fait qu'elle parfume le plat que vous souhaitez, vous savez aussi, et vous le saurez, que parce qu'à un moment donné, quand on est constructeur des pyramides et qu'on nous enlève la ration quotidienne qui fait partie du salaire, la ration quotidienne d'ail, cette ration n'arrive plus par bateau. Le premier jour, ça va, on ne soulève pas trop. Hein, on construit la pyramide de Khéops. Enfin, le deuxième jour, il n'y a toujours pas l'ail qui arrive. Et moi, l'ail, c'est important. Hein, parce que d'abord, il me donne de la force. Et en plus, il me soigne. On est en Égypte. On est il y a 3600 ans. C'est la vocation, notamment, de ce type de végétal dans votre salaire, comme le pain. Beaucoup plus que les pièces. Hein. Alors il n'arrive pas, troisième fois, ça n'arrive pas, il doit arriver d'un peu plus loin, ce bateau de cargaison finalement de fiches de paie quotidiennes. Alors on se met en grève, les gars, on ne touche plus une pierre de la pyramide de Khéops. Dans l'histoire, ce sera la première grève que les hommes ont fait parce que l'ail n'est pas arrivé jusqu'à eux. On retrouve un papyrus qui s'appelle le papyrus de la grève. On est au XIIe siècle, là, sous Ramsès III, hein, un peu plus près de nous finalement, mais toujours en Égypte. Et là, c'est une deuxième grève, c'est encore les Égyptiens qui la font. Et pour cette fois, c'est un problème de pain qui ne vient plus, mais il y a un vrai problème économique autour dans le pays, au-delà de ce salaire qui n'arrive pas. Hécatombe chez Napoléon. Qui se cache derrière cette info? Quel végétal se cache derrière cette info? Vous l'avez dans vos jardins, ou le jardin de vos parents, s'ils ont la chance d'en avoir un, ou de vos grands-parents. Dans les hôtels, dans les endroits qu'on fréquente, généralement, il y a de grandes haies de ce végétal. Il est pratique, il est beau, il tient bien, il sent plutôt bon. Mais il a provoqué l'hécatombe chez Napoléon. Vous l'avez, je le sais, hein, pour la plupart, mais vous êtes timide. Il s'agit tout simplement du laurier rose. Peut-être que le laurier rose, vous connaissez une plante toute simple de haie. Hein, le laurier, il n'y a pas plus facile. Et il n'y a pas aussi plus toxique sous toutes les coutures que le laurier. C'est incroyable de voir à quel point, je parle du laurier rose, hein, pas du laurier sauce évidemment,
D'ailleurs, le laurier sauce que vous connaissez, qu'on a dans le maquis, hein, le laurier que vous mettez dans un ragoût, hein, ces feuilles-là, vous savez que l'origine du baccalauréat, c'est lui. Hein, quand vous avez votre baccalauréat, pour certains, quand vous aurez votre baccalauréat, je l'espère, à la fin de l'année, vous êtes bien parti si vous venez à ce type de conférence pour en tout cas avoir la démarche, hein, d'avoir la curiosité intellectuelle. Si vous avez autrefois votre baccalauréat, c'est que vous aviez vos baies de laurier. Hein, baccalauréat, bacca, baie de laurier. C'est tout simplement parce que les baies de laurier avec des couronnes, comme on peut le voir dans Astérix, hein, garnissaient la tête des étudiants qui réussissaient leur diplôme. Donc ils avaient leur baccalauréat, ils avaient leur baie de laurier. Donc si vous avez votre baie de laurier, ce sera ça. Et en l'occurrence, je ne parle pas de lui, là je parle d'un cousin de nom, hein, mais le laurier rose, toxique sous toutes les coutures, qui s'est invité aux côtés des hommes pour autant partout. Et on est en 1808, aux portes de Madrid. Napoléon est avec, Napoléon n'y est pas bien sûr, pardon, mais les soldats napoléoniens sont là en bivouac, ils sont 21, on le sait pour l'anecdote dont je vous parle ici, et le soir, dans ce bivouac, non attaqué évidemment, tranquillement, ils font cuire un agneau sur une branche de baie de laurier, donc un barbecue avec une branche de laurier, une branche de laurier rose qui embroche donc leur futur repas. Le lendemain matin, 12 des 21 soldats ne se relèveront pas, mourront sur le champ d'avoir consommé, un animal en l'occurrence, embroché sur ce truc absolument incroyablement toxique, mais de partout. Hein. 2 feuilles avalées par un enfant, c'est quasiment la mort assurée aujourd'hui. Et c'est très compliqué, même en le faisant vomir très vite, de l'en sortir de cette destinée funeste. Donc vous savez que le laurier, jusqu'à Napoléon, a créé des problèmes. Ça, vous l'avez aussi, les profs de sciences forcément. Un bulbe pour le prix d'un palace. Qui peut se vanter un jour pour un simple bulbe, un oignon terreux que j'aurai dans ma main là, un truc que vous achetez aujourd'hui rien du tout dans une pépinière, hein, un truc que vous retirez, le bulbe, un bulbe, qui valait le prix d'un palace. Qu'est-ce qui valait un jour le prix d'un palace? Qui aujourd'hui ne vaut même pas quelques centimes d'euros. Bien vu. On est vraiment sur la tulipe et on est en Hollande. 17e siècle, grand siècle hollandais évidemment, grande flotte qui parcourt la mer, grande puissance, grande famille, 17e siècle, l'âge d'or hollandais du côté d'Amsterdam. On se prend d'amour pour un bulbe venu de l'Empire ottoman à l'époque, personne ne connaît ici, qui donne plus tard, lorsqu'on le plante, ce qu'on appellera une tulipe. Il n'y a pas plus simple aujourd'hui, mais c'était extrêmement rare autrefois, notamment les zébrés qui étaient très recherchés. Et est parti une folie complète au niveau humain. C'est d'ailleurs la première fois qu'on parle de bulle spéculative, pour ne pas dire de bourse, dans l'histoire. C'est-à-dire que les hommes les plus riches de Hollande, les grands armateurs notamment, les grandes familles, comprenez bien l'affaire, achetaient des bulbes directement venus de l'Empire ottoman, ne les plantaient pas, avaient ce sorte d'oignon terreux dans la poche, le mettaient dans leur cave, attendaient juste que les prix grimpent, les revendaient très vite à un voisin fortuné d'à côté qui venait acquérir ce bulbe, lui aussi à un prix plus important. Donc c'était une sorte de bourse. Hein. Je te revends quelque chose qu'on ne plante pas, que tellement de monde s'arrache que ça prend des proportions importantes. Quand tu le gardes, tu as plus qu'un tas d'or dans ton jardin ou dans ta cave. Quand tu gardes son tas de bulbes, ça vaut plus qu'un tas d'or. Ça s'appelle tout simplement de la spéculation sur un truc qui finalement est virtuel. C'est le bitcoin d'avant l'heure. À part que c'est complètement dément. Parce qu'imaginez-vous qu'en 1630, je vous donne un bulbe de tulipe débarqué de l'Empire ottoman et vous me donnez à l'instant même, dans l'autre main, la clé de votre appartement de 150 mètres carrés avec vue sur le canal d'Amsterdam. Je vous donne 3 bulbes de tulipes que j'ai réussi à acquérir avant en échangeant moi aussi avec quelque chose qui valait cher, hein, mais on est dans un échange. Vous me donnez votre ferme en campagne avec ses 10 hectares de terre et ses vaches. Mais contre 3 malheureux bulbes en terre que je vous tends là de la main à la main. Et vous essaierez plus tard de le vendre contre 2 fermes avec 20 hectares. C'est le but, si vous faites de la spéculation. À part que ça va s'effondrer totalement à un moment donné sur un virus notamment qui va être sur les catégories de tulipes zébrées. Et quasiment du jour au lendemain, il y a des suicides qui ont été évidemment répertoriés de manière importante à ce moment-là au XVIIe en Hollande. Tout va s'écrouler, plus personne ne va vouloir de bulbes. Ce que vous avez dans la cave qui valait de l'or l'heure d'avant, au sens strict commercial du terme, vaut le terreau, le prix du terreau le lendemain. Vous avez tout perdu. Si vous avez à un moment donné encore si vous n'êtes pas séparé de ce qu'il fallait avant et que vous avez voulu spéculer avant même, je l'ai bien précisé, de planter tout ça. Le coup de maître de Parmentier. Bon là, ça va, hein, j'aurais dû vous le mettre au début pour que vous soyez un petit peu chaud sur l'affaire. Alors le coup de maître de Parmentier, c'est sur la pomme de terre évidemment.
Là, je vous ai mis Parmentier, qui est un ingénieur agronome, hein, sous Louis XVI, vous l'avez là. Là, évidemment, ce sont des tubercules d'asphodèle que vous connaissez. On n'est pas sur de la pomme de terre, mais enfin, je vous l'ai mis parce qu'on sait que, hein, juste avant Paoli, puis il l'a popularisé derrière, le tubercule de l'asphodèle, qui était également panifiable, mangeable, on continue à en manger aujourd'hui quand on veut faire l'expérience, était un peu la pomme de terre ici, d'avant qu'elle ne débarque véritablement en force, hein, d'Amérique du Sud. Mais enfin, le coup qu'a réussi ce fameux Parmentier, dont on a reconnu le nom jusqu'à dans les recettes actuelles, c'est que lorsqu'il sent, en tant qu'ingénieur agronome, avec le gros problème de famine à un moment précis sous Louis XVI, que cette plante qu'on appellera pomme de terre, enfin, ce tubercule, venant d'Amérique du Sud, peut résoudre un vrai problème en Europe. Et en France, ça lui tient à cœur plus particulièrement. Le problème, c'est que personne n'en veut. Vous crevez de faim dans vos campagnes, on vous amène une pomme de terre arrivant toute fraîche, on ne connaît pas ce végétal, d'Amérique du Sud, hein, du pays des Incas, des Mayas, un truc un peu spécial, c'est la première fois que le grand végétaux arrive ici, et vous n'en voulez pas. Pourquoi ? Parce que ce tubercule est terreux, et en plus il est bosselé, et il vit sous terre. Forcément, c'est l'allié de Belzébuth. On est dans ce genre de choses à l'époque, et en plus c'est le cousin de la tomate, et puis quand vous le mangez, ça vous donne la lèpre. Voilà pourquoi on n'en veut pas. Et en fait, la lèpre, c'est l'eczéma à l'époque. Quand vous mangez de la pomme de terre qui n'est pas cuite, si vous faites le test, ben oui, vous avez normalement des boutons assez vite. Et ça peut être de l'eczéma notamment. Donc c'est allié de Belzébuth, c'est un truc pour lépreux. On ne veut pas la pomme de terre. Et pourtant, elle aurait réglé de grands problèmes lorsqu'elle arrive pour la première fois au XVIIe en France. Sous Parmentier en France et sous Louis XVI. Et que fait Parmentier ? Il dit à Louis XVI, laissez-moi faire une affaire. Mettez des gardes en armes dans un de vos jardins royaux juste à côté, et surtout, quand les paysans arriveront, demandez-leur de ne pas regarder ce qui se passe, demandez-leur de s'endormir, demandez-leur de tourner le dos, de surtout n'arrêter personne, il faut qu'on vienne voler les pommes de terre du champ qui est gardé. Donc la stratégie de Parmentier, c'était de dire, je rends précieux, pour montrer aux habitants que ça vaut le coup d'y aller, si on garde un champ avec des hommes de Louis XVI, c'est forcément que le truc à l'intérieur, il doit valoir quelque chose. C'est de la stratégie. Donc, hop, les paysans arrivent. Dans la nuit, les gardes se retournent volontairement, ne les voient pas, ne veulent pas les voir. On commence à prendre les pommes de terre, à les cuisiner, ça part, et c'est comme ça que la pomme de terre part. Aussi sur un coup marketing qui est celui du champ gardé par des soldats, faussement précieux pour le coup. Des poils de chien à prix d'or, c'est la bardane que vous avez là, qui peut se cacher derrière cette info. Bardane que vous retrouvez un peu partout si vous baladez dans la nature ici. On sait qu'un ingénieur suisse, dans les années 50, va voir son chien revenir de balade avec ces graines de bardane qui sont sur ses poils et qui sont collées entre elles et qui ne s'enlèvent plus. Vous savez que ça donnera naissance au velcro. Hein, il va déposer un brevet derrière, c'est-à-dire que ces plantes, en l'occurrence ces graines, vous l'avez à gauche, hein, qui se fixent entre elles avec une technique très particulière au niveau de la formation de la plante. Velcro, velours, crochet, hein, velcro, velours, crochet, vous avez là les syllabes qui se décrochent, eh bien ce sera le premier finalement brevet de biomimétisme, c'est-à-dire de regarder la nature faire pour s'en inspirer et éventuellement pour créer durablement ou technologiquement proprement, ou d'innover. Et là, les deux espoirs actuels, je vous les ai mis ici, du biomimétisme, c'est de regarder comment fonctionne la Salvinia molesta du côté du Brésil. C'est une petite algue qui vit dans la mer, en l'occurrence, oui, enfin dans les bords de mer, plutôt les marécages un peu entre le salé, enfin le saumâtre en l'occurrence. Et cette Salvinia molesta a la propriété d'être hyper hydrophobe. Elle a horreur de l'eau, elle vit dedans. Mais en tout cas, elle fait tout à un moment donné. C'est un système de poils très complexe, plus que microscopique, c'est au micron, hein, qui emprisonne de l'air et qui fait qu'en fait, l'eau ne la touche pas. Pas là où elle a la tête dedans, là où il y a tout qui dégouline sur elle, beaucoup plus important en termes de capacité que le lotus. Hein, sur une feuille de nénuphar, par exemple, vous voyez des choses qui perlent, c'est hyper hydrophobe, ça n'aime pas l'eau, ça s'est prémuni avec une technique. Salvinia molesta le fait. Et aujourd'hui, 4 grands paquebots sont équipés d'une peinture spéciale qui imite ce que fait cette algue-là pour avoir une pénétration dans l'eau beaucoup plus simple et que finalement, un peu comme la mer, à un certain moment, s'écarte sur l'arrivée du bateau. C'est-à-dire que quand votre coque est peinte avec ce type de technique qu'a inventé finalement cette plante, vous ne forcez pas autant qu'avec une peinture classique, c'est hydrophobe, hein, l'eau finalement va moins au contact de la coque et donc vous arrivez plus vite dans l'eau. Ce n'est pas pour aller plus vite, c'est que ça économise beaucoup de carburant. Donc c'est très intéressant pour évidemment les problèmes de couche d'ozone derrière en termes de promesses.
Et puis Myrotamnus flabilifolia, je vous l'ai mis aussi, elle c'est une sud-africaine, elle a la capacité de complètement revivre, vous l'avez à droite, même si elle est desséchée pendant des mois, voire des années, reviviscence, au niveau de la capacité de ressortir comme ça, complètement verte alors que vous n'étiez plus du tout dans le coup, eh bien ce sont des sucres très précis qui sont synthétisés par cette plante, qui lui permettent de retrouver vie à la moindre goutte d'eau qui tombe dessus. On l'étudie beaucoup. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'aujourd'hui, elle permet notamment de faire de petits gaz que vous pouvez vaporiser sur des vaccins que vous allez amener au fin fond de la brousse en Afrique, là où le frigo ne peut pas arriver parce qu'il n'y a pas d'électricité, et vous figez finalement votre vaccin, comme la plante se fige potentiellement morte, mais repartant à la moindre goutte d'eau, de manière à ce que le vaccin puisse toujours être utilisable sans frigo, l'ayant permis de vous le transporter. Donc ça fait partie des 2 promesses importantes du biomimétisme. Un petit bijou de graines, facile. Il y en a en Corse, quelques-uns du côté de la Balagne de manière sauvage. C'est le caroubier. Et le caroubier, cet arbre méditerranéen, présent à Chypre de manière très importante, fait des caroubes. C'est cette sorte de grande gousse que vous pouvez manger, qui est plutôt bon. Enfin, autrefois, c'était même une sucrerie du pauvre. Goût, chocolat, cacao, caramel mélangé, avec quelques fibres qui vous restent dans les dents. Mais enfin, ça se mange facilement, épaississant aujourd'hui en industrie. Le caroubier fait donc des caroubes, et à l'intérieur de la caroube, vous avez des petites graines. Là, en Balagne en ce moment, si on y allait, on pourrait voir ces petites graines, on les aurait dans la main. Et leur particularité, c'est qu'elles font toutes ces graines, depuis la nuit des temps que l'homme étudie cet arbre, 0,20 grammes. Et ça, c'est très intéressant. Toutes ces graines-là, qui sont plutôt rondes, mais qui peuvent avoir aussi différentes formes comme ça, font toutes 0,20 grammes. Et ces graines-là, depuis toujours, s'appellent les caras. Peut-être que du coup, ça vous parle. Le caroubier donne naissance à des caroubes, le fruit, et à l'intérieur des caroubes, il y a des caras. Alors, quand vous avez aujourd'hui de l'or, 18 carats, 24 carats, eh bien, c'est tout simplement, depuis les Grecs, les Phéniciens, les Étrusques et les Romains, depuis l'ère antique, l'unité de mesure, l'étalon principal pour les échanges. J'ai de l'or d'un côté, j'ai 18 graines de caroubes de l'autre, j'ai 18 carats, ça s'appelle comme ça, 18 fois 0,20 grammes de l'autre. J'ai donc de l'or, 18 carats. Donc si vous avez des bijoux très précisément autour de vous, le nom de leur pesée finalement précieuse vient tout simplement de cette graine, qui était celle que nous mettions sur les balances avant qu'elle soit beaucoup plus perfectionnée au niveau des échanges. Un usurpateur au pouvoir. Qui est derrière cette info-là? Pas de politique. Pas de nom d'Américain, ni de nom de président européen. C'est lui qui est l'usurpateur au pouvoir. Là, vous avez quel type de plante? Un lys. Et là, vous avez quoi? Un iris. L'iris des marais, par exemple. Il y en a beaucoup en Corse, dans les endroits un peu marécageux. Et là, vous avez le fameux blason à fleurs de lys, un exemple de toute cette grande lignée de rois de France. Mais il y a un problème, parce qu'on apprend en histoire que la génération de rois de France de cette époque, par exemple 12e, 13e, je pense notamment à Louis VII le Jeune, on est en 1150, on parle de leur blason à fleurs de lys. Eh bien non, ce n'est pas un lys. Regardez ce que c'est sur ces blasons, c'est un iris. On aurait dû dire depuis le départ le blason à fleurs d'iris des rois de France. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu un langage estropié? Eh bien justement, on le doit à Louis VII le Jeune. Il y a quelques autres versions, celle-ci est la plus recommandée. Eh bien Louis VII le Jeune, on est en 1150, il est dans un marais, il est, dit l'histoire, assiégé, poursuivi par un petit groupe. Il arrive à s'en sortir, il se cache précédemment lors de cette malencontreuse rencontre, où ses gardes l'ont plutôt abandonné, derrière un grand bouquet d'iris des marais, la plante que vous avez à droite. Il retourne dans ses appartements, il s'en sort indemne, il décide de mettre à l'honneur cette plante qu'il a sauvée du regard de ceux qui le poursuivaient, et donc il va créer son propre blason au début du XIIe siècle. Il y avait déjà des choses en forme de pointe, de lance, de trident, mais on dira désormais, voici le blason de la fleur de Louis. Et c'est là que l'affaire se passe. Louis VII le Jeune, Louis VII. Avant, Louis se prononçait Louis. Louis, vous exagériez sur la prononciation du is derrière. Eh bien, c'était donc la fleur de Louis qui, par déformation, est devenue la fleur de lys dans le langage commun. Mais ce n'est pas du tout la bonne, parce que le lys est là, il a complètement d'autres pétales, d'autres couleurs, et c'est bien la fleur d'iris qu'il aurait fallu dire si on voulait respecter le végétal.
Des édentés privés de champs pour cette partie sur l'histoire, avant de vous montrer les plantes, à mon sens, les plus fabuleuses. Des édentés privés de champs, ce sont les Mayas, et notamment les Mayas qui, pour les plus anciens ou les plus jeunes qui avaient une dentition mal entretenue, avaient les dents plutôt éparses, c'est-à-dire à un moment donné, il lui manquait plutôt pas mal de dents, il y avait plutôt des chicots. Eux étaient interdits d'aller planter la plante sacrée de cette civilisation maya, qui était le maïs. Maïs et maya, ça fait vraiment, pour le coup, la vraie alliance, parce qu'on disait qu'il aurait poussé un épi qui aurait aussi peu de grains qu'il avait de dents ou de trous dans sa bouche. Donc imaginez un épi de maïs avec un truc complètement édenté. En termes de grains, ça ne le faisait pas trop. Et surtout, c'était tellement important, l'épi de maïs pour les Mayas, que ça donnait ça chez les petits bourgeois. C'est-à-dire que si vous étiez bien né, ou malheureusement bien né, très souvent, on vous compressait tous les matins le crâne avec des planches, de manière à ce que vous ayez cette forme d'épi de maïs au niveau de votre tête. Et c'était tellement fabuleux pour eux d'être si proches de cette plante élevée au rang de déesse que voilà, on façonnait le crâne des nourrissons bien nés, les notables. Eh bien, un grain de maïs, de l'eau de pluie et du sang de serpent, ce n'est rien d'autre que le démarrage du premier homme pour eux. Quand vous vous référez au légendaire Maya, le premier homme est arrivé sur Terre à base de grains de maïs, de sang de serpent et d'eau de pluie. D'où l'importance du maïs après derrière dans leur culture. Et d'où le fait qu'on aille jusqu'à former comme ça des crânes juvéniles en forme de maïs. Une groseille en pleine guerre froide. Qu'est-ce que c'est ce fruit que vous mangez tous les matins, et peut-être encore plus dans les semaines qui vont venir, qui correspond à cette définition? Une groseille en pleine guerre froide. Ouais. Eh oui, mais ce n'est pas évident pour tout le monde, c'est bien joué de l'avoir sorti comme ça. Évidemment, c'est le kiwi, on va arriver quasiment dans la bonne période. Le kiwi, c'est super marketing cette affaire-là, encore une fois. C'est très commercial, le nom du kiwi. C'est complètement inventé. Officiellement, le kiwi n'est kiwi que depuis 1974. Avant, ce fruit-là que je vous montre, qui est originaire de Chine, qui vit sur des lianes, il est beaucoup plus petit, on l'appelle la pêche à macaque d'ailleurs, c'est un petit truc, là, c'est après travaillé par l'homme, ça devient un peu plus gros. Eh bien, la pêche à macaque, qui est le kiwi, hop, je ne vais pas tout ressortir. Bon, allez, je fais comme ça, j'avance tranquillement, vous ne regardez pas, j'arrive jusqu'au kiwi. La pêche à macaque en Chine, donc, qui est ce kiwi qu'on connaît aujourd'hui, à un moment donné, les Néo-Zélandais s'en font une spécialité. C'est eux qui maîtrisent vraiment l'affaire. On est aux alentours pour le premier en France, c'est 1906, mais pour eux, on est dans les années 50, 60, un peu plus tard. Ils vont vraiment maîtriser ça, les Néo-Zélandais, et ils vont essayer d'introduire le kiwi sur le marché américain. À part que quand vous êtes un Néo-Zélandais et que vous essayez de vendre un kiwi en pleine guerre froide, justement, dans ces années-là, en Amérique, c'est compliqué, parce que ce fruit-là s'appelle la groseille de Chine. Ce truc-là que je vous montre, c'est toujours en fait appelé la groseille de Chine. Et quand vous êtes un producteur de Nouvelle-Zélande et vous dites aux Américains « je me suis fait une spécialité, ça va cartonner sur votre marché », par contre, ça s'appelle la groseille de Chine, les Américains disent « ouais, c'est plutôt bien comme fruit, mais ce nom-là, ça ne va pas du tout. On est en guerre contre un bloc en face, ça ne va pas du tout, c'est larvé, ça ne passera pas sur les étals le matin. Trouvez-lui un autre mot, un autre nom, et je vous l'achète, votre truc. » Eh bien, que font les Néo-Zélandais ? Ils ont un oiseau, évidemment, que vous connaissez, qui ressemble à ce fruit petit, rond, velu, marron. Cet oiseau s'appelle là-bas, et c'est un nom générique, le kiwi, parce qu'il crie tout simplement kiwi. Quand cet oiseau crie kiwi, 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 je le fais mal, mais c'est ça. Donc c'est kiwi, et donc ils l'ont appelé ce fruit de la forme d'un des oiseaux mythiques qu'ils ont chez eux, qui s'appelle le kiwi. À ce moment-là, on est d'accord, on l'écrit officiellement dans les textes commerciaux, on est en 1974, la groseille de Chine est débaptisée, on appellera ça désormais le kiwi, et on peut partir à l'assaut du marché américain, on peut désormais faire des affaires ensemble. Donc on est vraiment dans cette affaire-là, de guerre froide, pour nommer différemment un végétal en l'occurrence. Un insecticide australien pour la Corse, très facile. Je vous le mets juste très rapidement. Je vais essayer vraiment de faire 1 minute là-dessus parce qu'on pourrait s'étendre. Pourquoi partout en Corse il y a des eucalyptus? Vous connaissez tous des endroits dans vos villages. Je pense à la plaine orientale, dans le Fumourbe par exemple. À Leyre, il y a évidemment, autour des grands pénitenciers ajacciens, Casabiande, ici, on a des eucalyptus. Et on nous explique depuis toujours que les eucalyptus ont été amenés en Corse depuis l'Australie, ce qui est bien vrai, au XIXe siècle, pour lutter contre la malaria. C'est-à-dire qu'à un moment donné, leurs grosses racines
suceuses d'eau vont être mis dans les étangs, les marécages, les endroits où pullule le moustique anophèle pour la femelle, et ces grosses racines vont aspirer l'eau, parce qu'elles le font très bien déjà du côté de la Tasmanie, ok, au 19e, on a compris ça, et puis donc ça va assécher les marais, et le moustique va s'en aller, ne va plus pouvoir pondre, et on va arrêter ce problème de mauvais air, hein, mal aria, mauvais air. C'est le paludisme, on le comprend bien dans le mot. Mais il y a un truc qui ne colle pas. Ça, c'est une version qu'on entend beaucoup. Mais pourquoi tous les eucalyptus que nous voyons aujourd'hui, qui ont à peu près 150 ans pour les plus gros qui ont résisté, les plus hauts, remarquez bien, sont quasiment tous alignés sur des grandes, maintenant bord de route parfois d'ailleurs, hein, je pense à Cazarello par exemple, pour ceux qui vont en plaine orientale du côté de la plage de Ghisonaccia, ou autour des grands pénitenciers, hein, Cotitia, Vari, etc. Ils sont alignés, serrés les uns contre les autres. Ils sont là depuis, oui, la fin du 19e, ça correspond. Et ils ne sont pas du tout les pattes dans l'eau, à aucun moment. Alors c'est quoi cette affaire? Ça aspirait les petits marécages pour assécher ces endroits-là ou pas? Eh bien, quand on relit les textes de 1867 du docteur Regulus Carlotti, il est ici, hein, il est originaire de Saint-Pierre de Venaco à côté, vous avez son tombeau pas loin quand vous montez vers le Centre Corse un peu plus loin, vers Ajaccio. Eh bien ce docteur-là, qui d'ailleurs a étudié à Corté, a travaillé sur Corté, qui était élu du côté d'Ajaccio par ailleurs, il a plein de fonctions, hein, il est également inspecteur des pénitenciers, il est agronome par ailleurs, son diplôme n'est pas reconnu parce qu'il l'a obtenu à Naples, hein, de docteur, donc il fait d'autres choses. Eh bien il a l'idée de suivre ce que font les Anglais, en fait, en 1867, et de planter ces eucalyptus en Corse comme de grandes haies, de grands paravents, pour protéger les zones où quelques zones viennent vivre ou faire paître leurs troupeaux quand ils sont obligés de descendre des villages, pour les protéger de l'air malsain des marais. En fait, pendant quelques années seulement, on pensait que ce qui tuait les hommes dans ces endroits de marécage, de marais en Corse et d'étangs, ce n'était pas le moustique, on ne l'avait pas compris au début. Ça, c'est un peu plus récent. On pensait que c'était l'air nauséabond des marais qui s'en allait, hein, ces fumées en fait, qui partaient des marais, qui allaient jusqu'aux maisons ou jusqu'aux troupeaux et leurs bergers, qui leur donnaient la malaria, le paludisme et qui les faisaient mourir. Donc ce mauvais air, c'est bien pour ça qu'on parle de mauvais air, on voulait l'arrêter en faisant de grandes haies de paravent d'un arbre qui pousse très vite, qu'est l'eucalyptus, avec ses grandes feuilles. Quand on a compris qu'on se trompait, que ce n'était pas l'air infecté des marais qui allait jusqu'aux hommes ou aux maisons, mais que c'était le moustique qui s'envolait et qui allait piquer, alors oui, là, on les a pris, on les a mis dans le marécage. Mais au début, les grandes lignes du paysage qu'on voit aujourd'hui, c'est bien cette notion-là qu'il faut avoir en tête. Et on est bien dans les années entre 67 et 69, 1800 en l'occurrence. Allez, regardez cette affaire-là, elle est passionnante. On arrive tranquillement sur un quart d'heure en fin de conférence. Des êtres extraordinaires. Voilà des choses qui nous font complètement tourner la tête. Je commence à gauche par Cecropia. Vous l'avez là. Avec lui, on est en Amérique du Sud. Voici un arbre qui, en termes évolutifs, essai, erreur, garder ce qui marche, a besoin de fourmis pour empêcher ses feuilles d'être mangées. Ça arrive souvent, ça. Remarquez qu'il y a beaucoup de symbiose, beaucoup d'alliances, beaucoup de coévolution entre des insectes et des arbres, et là je suis un peu plus précis, entre des fourmis et des plantes. Souvent, les arbres sont remplis de fourmis, beaucoup en Amérique du Sud de manière volontaire, et ça leur plaît énormément. Ils recherchent ça. C'est le cas de Cecropia. Il a besoin de fourmis, selon son évolution, en tout cas il l'a choisi comme tel, pour s'en sortir, parce que les fourmis sont pour lui des légionnaires à demeure, qui sont logés, il le souhaite, en lui, et qui vont attaquer le premier herbivore, un bœuf, un animal sauvage, qui serait plutôt heureux de venir grignoter ses feuilles. Si vous êtes un arbre et qu'on vous ampute de vos feuilles en les mangeant, vous êtes plutôt mal, parce que les feuilles d'un arbre, techniquement, ce n'est rien d'autre que leur fourchette et leur couteau. Pourquoi un arbre a des feuilles ? Ce n'est pas du tout pour faire de l'ombrage à vos voitures sur des parkings. C'est tout simplement pour manger la lumière du soleil et la transformer en glucose, hein, la photosynthèse. Donc si vous me coupez ma fourchette et mon couteau, que je ne peux plus aller au resto gratos à midi, ça m'embête un peu. Donc les légionnaires que je vais envoyer vers ta langue et ta bouche quand tu vas venir me manger là-bas en Amérique du Sud, elles vont te calmer tout de suite. Et moi, ça m'intéresse. Je les loge et je leur donne à manger tous les matins. Ça me va, j'ai un peu de nectar pour elles. Par contre, elles vont te chasser parce que j'ai besoin, moi, de faire ma photosynthèse. Alors lui, pour attirer à lui des fourmis, eh bien, ce qu'il a inventé, ce sont de faux œufs végétaux absolument incroyables. Vous avez là les œufs inventés par le Cecropia. Ces œufs-là ont la même chimie que des œufs de fourmis.
les Aztecas en l'occurrence, des fourmis qui piquent beaucoup. Eh bien, les fourmis qui sont aux environs voient un arbre avec ses œufs, pensent que ce sont les leurs, se précipitent bien souvent quand ça marche vers lui, les prennent, commencent à créer des galeries dans des branches très souples qui le permettent, et restent ensuite sur cet arbre-là pour le défendre, je dirais quasiment naturellement, par rapport à une attaque. Donc on a ici un truc qui n'a pas de neurones, qui n'a pas de cerveau, je parle de l'arbre, et qui a, à un moment donné, évolutif, créé de faux œufs pour attirer à lui des fourmis. C'est complètement dément. Vous avez quelque chose de très intéressant aussi avec Myrmecodia beccari. Avec lui, on est également en Amérique du Sud, ça se passe beaucoup là-bas, puis il y en a aussi du côté des îles proches de Tahiti. Vous avez sur cet arbre-là de grosses, comme ça, regardez, on a l'impression que ce sont de grosses coques, comme des boursouflures, comme si l'arbre était malade, avait créé un gros truc en terre accroché à lui. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, cette affaire-là servait uniquement à des fourmis. Ça ne sert à rien d'autre au départ à l'arbre qu'à loger des fourmis. Les galeries sont déjà faites. Ce ne sont pas les fourmis qui ont creusé les galeries que vous voyez sur cette photo en coupe. Et surtout, les fourmis sont extrêmement propres. Les cadavres de leur propre communauté et puis les restes de leur repas, elles les mettent dans des galeries spécifiques que finalement la plante a créées à leur attention. Et la plante va ensuite se nourrir comme une sorte de terreau en interne pour faire grandir notamment son branchage avec ses propres petites serres qu'elle s'est elle-même confectionnées et avec le travail de propreté des fourmis. Très intéressant le cas d'Acacia carnigera parce que là, il y a un arbre plus fort qu'un animal en l'occurrence. Et ça, c'est très récent au niveau de la découverte. On savait depuis toujours que dans les plaines d'Argentine, il y avait l'Acacia cornigera. On sait que cet acacia a de grandes épines comme ça, qu'on appelle d'ailleurs l'acacia corne de bœuf, tellement ses épines sont épaisses et grosses. Et on sait que ces épines sont suffisamment souples quand même pour que les fourmis creusent à l'intérieur et se logent dans ces épines. Donc on est dans le même cas que tout à l'heure, un arbre très heureux d'avoir des locataires qui viennent se loger dans ces épines, tout est prévu pour, et qui tous les matins leur apportent le petit déjeuner au lit, c'est-à-dire de petites larmes de nectar qui coulent près des épines. Les fourmis prennent ce petit déj, retournent dans les petites cornes de bœuf, donc dans les épines, et puis mangent, se nourrissent. Jusque-là, ça fonctionne bien. Inversement, ce sont des légionnaires qui fondent également sur la première langue venue lorsque l'arbre est attaqué par un herbivore. Donc c'est gagnant-gagnant. Le contrat de symbiose est respecté. Je te loge et je te nourris à l'œil, tu me défends à l'œil. On est tous les deux contents. À part que, ce qu'on a découvert, je vous l'ai dit scientifiquement récemment, c'est qu'il y a un dupé dans l'affaire. Il y en a un qui s'est fait avoir, et donc je vous l'ai dit, c'est la fourmi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la première larme de nectar du cécropia, de l'acacia cornigera, que va manger la petite fourmi lorsqu'elle va naître pour le bébé qui vient au jour, va complètement droguer la fourmi, mais non pas comme une accoutumance, mais va complètement changer son métabolisme. Ça veut dire que dès lors, plus aucune plante et plus aucun nectar de plante ne sera assimilable par le corps de cette fourmi qui vient de manger la première larme de nectar. Donc la plante a rendu esclave à vie sa fourmilière. Si elle décidait de partir pour la plante d'à côté d'une autre espèce, qui par exemple, et même d'ailleurs d'un autre arbre de son espèce, qui lui proposait un superbe nectar pour déplacer la fourmilière vers un nouveau restaurant et un nouveau B&B, si vous voulez, eh bien, elle mourrait très vite de faim parce qu'elle n'assimilerait pas ce nouveau nectar et elle le recracherait indubitablement. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que je t'ai asservi, tu es à domicile, tu me défends, si tu t'en vas, tu meurs. C'est ce qu'on appelle de l'esclavage. Et c'est l'arbre qui a le beau rôle. Et puis enfin, qui a dit un jour que c'était les Turcs qui avaient inventé les toilettes à la turque ? Forcément quelqu'un qui ne connaissait pas les plantes. Car cette plante qui vit du côté de Bornéo a tout compris. Elle s'appelle notamment Nepenthes pour celle-ci Lowi. Elle a besoin d'azote, comme les plantes carnivores d'une manière générale, mais elle d'une manière plus importante, d'autant plus qu'elle est grosse. Et elle a besoin notamment, c'est là qu'elle trouve sa matière nutritive à transformer, ce dont elle a besoin pour manger, dans les excréments des animaux. En gros, son bonheur à elle, c'est qu'on vienne lui caguer dans l'urne. Soyons clairs. J'ai besoin, pour m'en sortir tous les matins, qu'un petit animal vienne, s'assoie au-dessus de l'urne que j'ai formée à son effet, et puis fasse ce qu'il faut pour que j'assimile ensuite ses excréments et que je m'en nourrisse et que je grandisse et que je fasse des petits derrière par pollinisation, etc.
Comment fait-on quand on est en plein cœur de la forêt de Bornéo pour qu'on vienne à un moment donné pile poil s'asseoir sur votre cuvette végétale inventée à cet effet? Eh bien, en réalité, vous avez du nectar, comme une fontaine à chocolat, qui coule ici, depuis le spat que vous voyez. Et la petite, par exemple, bestiole que vous avez là, de la famille des musaraignes, grosse musaraigne en tout cas de Bornéo, va venir lécher très régulièrement ce superbe nectar qui est en train d'imbiber cette formation végétale. Vous le remarquez, la plante est accroupie sur une urne, ça veut dire qu'elle a juste les 4 pattes sur le bord de la cuvette. Clairement, dessous, il y a le vide de la plante, en l'occurrence cette urne-là. Et forcément, ce nectar est laxatif. Ça veut dire que aussitôt vous le mangez, aussitôt vous caguez. Et oui, c'est ça qui est intéressant. Donc la plante est remplie d'excréments, mais c'est ce qu'elle veut. Et c'est, on ne va pas dire réfléchi, ce serait super anthropomorphique, mais en termes d'évolution, ça a été sélectionné ainsi. Ce qui fait qu'après, il n'y a plus qu'une bonne pluie dans la forêt de Bornéo qui arriverait pour que la chasse d'eau soit tirée et qu'on soit vraiment dans la caractéristique de CVC à la turque, inventé depuis des millions d'années par une plante. Alors là, je vais juste très vite vous dire que dans les plantes extraordinaires, j'en relève quelques-unes. Est-ce que vous avez l'heure, Johan, toi qui organises l'affaire? 3h20, les 5-6 minutes, je les ai? Ouais, je les ai ou pas? Ouais. Je fais très vite. Iroko, ça c'est des plantes extraordinaires, mais banales à première vue d'œil, on ne va pas avoir le temps de toutes les faire. Iroko, c'est un truc assez incroyable. L'Iroko camerounais, ça marche avec le noyer maya. Ce sont des plantes qui font du calcaire, les falaises de Bonifacio, du calcaire sous leurs pattes, quand elles absorbent le dioxyde de carbone. C'est très important parce que ça permet, dans les endroits un peu complexes d'Inde ou d'Afrique, de faire repartir des cultures parce que la terre est rendue calcaire par des arbres qui créent carrément un nouveau sol. Alisson Mural, bon, c'est une mineuse de fond, c'est pas très intéressant de développer. Le chardon-marie qui fait des plastiques, ok. La canne de Provence, grosse biomasse. Je m'arrête ici. Le cyprès maritime, on en a pas mal là, planté sur les allées de la fac. Le cyprès, tout simple, qu'on a aussi classiquement, par exemple, dans les cimetières, c'est assez commun. Le cyprès, il a quelque chose d'incroyable, c'est qu'en 2012, ça se passe ici en Espagne, les scientifiques retrouvent cette affaire-là au petit matin. 2012, c'est avant-hier. On est dans cette région d'Espagne où il y a eu un grand incendie. On se réveille le matin, on voit toute la vallée brûler et un truc vert en plein milieu, c'est une plantation de cyprès. Des cyprès les plus banals. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, ces cyprès avaient été plantés il y a 20 ans pour une expérience sur un champignon, un pathogène. On voulait voir la résistance de l'arbre. Mais ce qui a été révélé aux scientifiques il y a 7-8 ans, c'est complètement autre chose. On ne le cherchait pas. C'est cette photo. C'est qu'en fait, le cyprès, pour vous résumer l'affaire parce qu'on va manquer de temps, il a la caractéristique de relâcher tout ce qu'il a d'inflammable en lui quand la température autour avoisine les 60 degrés. Donc je suis un des 946 cyprès que vous voyez là en Espagne, en 2012. Le feu ravage les choses autour de moi. Dans ce petit bosquet de cyprès, je sens, pour ceux qui sont le plus au bord, qu'il fait 60 degrés. Il se passe un truc pas normal là. Ça commence à chauffer dans les environs. Je relâche tout ce qu'il y a en moi d'inflammable. Je pense à la résine sous forme de molécules. Je fais tomber un maximum de petites feuilles qu'on prend pour des aiguilles de cyprès au sol. Ça fait une litière, 98% d'eau à l'intérieur qui déjà imbibe un peu. Pour les flamèches qui tomberaient à mes pieds, ça me fait déjà un beau petit rempart au feu. Et surtout, j'avertis les potes à l'intérieur de ce qui se passe. C'est-à-dire, moi, je suis le cyprès ici. J'ai chaud, je relâche tout. Mais ceux qui sont au centre, parmi les 946, ils ne ressentent pas encore les 60 degrés. Par contre, en termes de solidarité familiale, j'ai plutôt intérêt à leur dire « dépêchez-vous les gars, ça va chauffer aussi pour vous ». Et si je ne m'en sors pas, parce que je suis un peu près, peut-être que pour vous, ça va marcher. Donc il y a un autre système de molécules qui s'appelle l'éthylène, en réalité, qui sont des molécules de défense, qui sont envoyées aux autres cyprès de l'intérieur qui partent. Et il faut que le vent soit dans le bon sens. Grâce au vent qui est un véhicule, va aller avertir ceux du centre de ce qui se passe. Et quand ils reçoivent ce message, avant même évidemment d'être atteints par les 60 degrés, ils relâchent eux aussi l'ensemble des molécules qui pourraient s'inflammer. Donc c'est très intéressant, parce que ça veut dire à la fois qu'on a là un des meilleurs coupe-feux naturels que l'homme ait pu observer aujourd'hui. La communauté européenne donne beaucoup de subventions aujourd'hui aux régions comme la Corse ou ailleurs qui sont soumises aux incendies pour ceux qui choisiraient de planter notamment des barrières coupe-feu en cyprès naturel maritime, celui qu'on a tous les matins malheureusement quand on va visiter les tombes par exemple. C'est le plus classique parce qu'il a ce phénomène-là qui se passe en lui et surtout on a compris aussi évidemment qu'il y avait là une autre preuve de la communication importante entre végétaux. Le figuier de Barbarie, je vous la fais courte, il y en a plein sur la petite butte qu'il y a ici, vous l'avez partout en Corse, c'est un mal-aimé, il est dit,
dans les textes qu'il faut le supprimer. Il est sur la liste noire des espèces invasives, celle qui prend la place des autres, celle qu'il faut faire sortir parce que les Méditerranéennes se sentent moins bien quand lui est là. C'est un Américain du Sud, on l'a amené au 19e siècle, mais on ne le veut plus. Mais regardez, quand vous retournez le globe et quand vous retournez les préoccupations, ce qu'un nuisible pour nous peut apporter aux autres. Et je vous le dis tout de go, pour moi, très clairement, pour l'étudier depuis longtemps, le figuier de Barbarie sera la plante de demain en Corse. Vous aurez ici, dans 20 ou 30 ans, rappelez-vous-en, des plantations complètes, très classiques, hein, comme on ferait du maïs aujourd'hui, gourmand en eau, hein, de figuiers de Barbarie, et la Sicile le fait extrêmement bien. Des millions d'euros d'économies en Sicile sur la culture du figuier de Barbarie, c'est à côté. L'ONU, via la FAO, l'Organisation agricole mondiale, a classé le figuier de Barbarie, celui que vous avez sur le rocher en face, celui qu'on arrache tous les matins parce qu'on ne le veut pas ici, plante du futur. L'ONU vient de classer le figuier de Barbarie, le mal-aimé de notre île, celui dont on ne fait rien, plante du futur. Pourquoi? Pas besoin d'eau, et tout ce que je vais vous dire derrière en 5 minutes. Et quand on sait que la Corse aura le climat de la Tunisie dans 20 ans et celui de la Californie dans 60 ans, c'est plutôt bien des plantes comme ça qui résistent et qui n'ont pas besoin d'eau. Évidemment, le figuier de Barbarie, ce sont des fruits, je passe. Tous les matins, vous pouvez manger des cladodes. Toutes ces feuilles, entre guillemets, qui sont en fait des tiges atrophiées, ces raquettes de figuier de Barbarie, elles sont toutes comestibles. Vous en prenez de la taille de votre main, vous la coupez comme ça en gros haricots, c'est-à-dire en grosse lanière par exemple. Vous la mettez simplement 20 minutes à cuire dans une casserole classique comme si vous faisiez du riz. Ça enlève le mucilage, un gel à l'intérieur qui n'est pas super bon à manger en termes de glu, mais par contre qui est super bon à assimiler. Mais on n'a pas l'habitude des choses gluantes en bouche. Il vous reste en fait de gros haricots verts qui sont en fait ces cladodes coupées. Vous les prenez dans la foulée en la sortant de la casserole. Vous la prenez comme des aubergines grillées, des champignons grillés par exemple, au barbecue ou avec une vinaigrette. C'est incroyablement bon. C'est entre l'asperge et le haricot avec une petite note intéressante au niveau de l'acidité. Et puis ça se cuisine sous toutes ses formes. Et évidemment, je vous passe les détails en termes de santé. Vous pourrez regarder ce qui se passe derrière. C'est extrêmement intéressant. Cholestérol, coupe-faim, etc. L'huile la plus chère au monde, inutile de chercher, c'est l'huile de pépins de figuier de Barbarie. Il n'y a pas plus cher aujourd'hui sur le marché, l'argan à côté c'est du pipeau, il n'y a pas plus cher sur le marché que l'huile de pépins, ce n'est pas la figue de Barbarie que vous pressez, c'est le pépin, de figuier de Barbarie. C'est 1 000 € le litre. C'est-à-dire que je vous donne une bouteille d'huile de pépins de figuier de Barbarie, vous me donnez 1 000 €. Et aujourd'hui, la demande est plus forte que l'offre. Il faut 30 kg de pépins pour faire 1 litre et il faut 1 tonne de figues pour faire 30 kg de pépins. Bon, tous les matins de la même manière au Chili, etc., au Pérou, en Bolivie, du côté de l'Amérique du Sud, on écrase des cochenilles, des punaises rouges qui vivent uniquement sur le figuier de Barbarie et c'est ce que vous retrouvez actuellement sur vos rouges à lèvres. Toutes les filles qui ont du rouge à lèvres ici, tous ceux qui ont mangé des bonbons Haribo avant de venir, ceux qui aiment le martini, le tarama, les boudoirs, ceux qui aiment le Coca-Cola, ceux qui aiment l'orangina, ceux qui aiment tout ce qui est rose ou rouge dans l'alimentaire, quand c'est le E120 et que c'est donc du colorant naturel vendu très cher, le plus grand importateur mondial de E120, de cochenilles écrasées, c'est la punaise qu'on écrase et qui est rouge, avec le karma à l'intérieur, qui s'élève sur du figuier de Barbarie, c'est la France. Là aussi, ce sont des millions d'euros qu'on achète en Amérique du Sud avec un truc qui ne pousse, c'est le petit insecte malheureusement, qui ne pousse, qui ne vit que sur le figuier. On en fait de la biomasse, 150 hectares de figuier de Barbarie brûlés, c'est 6 000 maisons aujourd'hui qui sont éclairées en Amérique du Sud. Regardez ça pour le développement durable, les étudiants. Regardez les études et les expériences faites au Chili, 150 hectares de figuier de Barbarie, on brûle tous les matins les raquettes qui repoussent aussi vite de l'autre côté parce que ça a besoin de rien, ça pousse comme du chien-dent sans être arrosé. Et dans mon système de biomasse, avec ça, j'électrifie 6 000 foyers, 6 000 maisons. Ça s'appelle la biomasse, brûler un végétal qui à un moment donné vous donne une énergie forte, transformée. Là, vous l'avez, le mucilage, on le voit ici, c'est ce que j'ai coupé là. Et en fait, le mucilage, c'est pour rendre l'eau potable, c'est un peu complexe. Et surtout, les pets de vache. Ça, c'est très intéressant. L'ONU le met dans son rapport. Il n'y a pas meilleur fourrage aujourd'hui a priori. Il n'y a pas meilleur fourrage aujourd'hui a priori pour quasiment tous les herbivores. Je passe par les vaches et les chèvres par exemple ou les moutons que les raquettes de figuier de Barbarie. Il y a à boire et à manger dedans en termes de fourrage. Vous leur donnez. Et c'est la variété inerme. La variété inerme n'a pas d'épines. Ça veut dire aujourd'hui que tous les figuiers de Barbarie qui sont plantés, d'abord les jeunes feuilles n'en ont jamais, pour info, les tiges ramifiées qu'on appellerait des feuilles n'en ont pas, mais tous ceux qui produisent des figuiers de Barbarie aujourd'hui, si demain vous deviez à côté de chez vous faire une petite production de figues de Barbarie, vous achèteriez la variété inerme qui est celle qui n'a pas d'épines, tout
tout simplement, que les animaux mangent très bien et que vous pourriez cultiver très bien. Eh bien, c'est aussi, en termes de fourrage, ce qui permet d'arrêter au maximum, ce n'est pas tout à fait, bien sûr, efficace, sinon ce serait déjà sur le marché, il y aurait des millions d'euros sur ça, de gens qui se battraient pour ça, ça arrête au maximum la méthanisation chez les ruminants. Vous savez que les paies de vache, ce n'est pas du tout important au niveau planétaire. On dit toujours les paies de vache, la couche d'ozone. Les rots de vache, par contre, c'est majeur. Donc c'est juste la différence. On a pour rigoler, on dit toujours les paies de vache qui trouent la couche d'ozone. Le paix de vache ne fait pas grand-chose. Le rot de vache, oui, par contre, c'est par là qu'elle rejette, c'est très important. Et figurez-vous que c'est même incroyable. 150, écoutez bien, hein, 150 millions de voitures roulant jour et nuit en France, 150 millions de voitures roulant jour et nuit en France est l'équivalent de ce qui est aujourd'hui rejeté par les vaches. J'allume 150 millions de voitures, je vous les fais rouler en permanence. Le dioxyde de carbone qui s'échappe de leur pot d'échappement est l'équivalent, en France, de ce que rejettent, enfin de l'impact qu'ont les rots de vache par le méthane dégagé. C'est 28 fois plus puissant que que le dioxyde de carbone, le méthane des vaches dans l'atmosphère. Il y a 2 milliards de vaches sur la planète. Imaginez bien, une vache, c'est 23 000 km de voiture. Une vache qui rote, c'est l'équivalent d'une voiture qui roule 23 000 km en termes d'impact pour la couche d'ozone. D'où le fait qu'on recherche énormément de végétaux qui pourraient arrêter au maximum et rapprocher nos ruminants des kangourous. Les kangourous étant les seuls ruminants qui ne font pas de méthane. Et enfin, je termine, comme je l'ai dit à vos organisateurs pour ne pas être trop long, sur des capacités incroyables qu'on leur découvre aujourd'hui. Là, c'est 5 minutes pour finir. Et évidemment, quand on comprend bien, mais qu'on n'en fait pas trop, c'est-à-dire on laisse de côté toutes les études scientifiques qui sont aujourd'hui, qui ne font pas l'unanimité auprès de la communauté. Je pense à des électrodes qu'on a mis sur des feuilles, vous leur faites peur, la plante sursaute, on voit l'électrode bouger. Non, ça ne marche pas. En tout cas, ce n'est pas validé scientifiquement, la méthode n'est pas là. Donc j'oublie ça. Par contre, je dis qu'aujourd'hui, au vu de ce qu'on sait, oui, à côté de nous, les végétaux sont bien plus puissants et je trouve que les végétaux réduisent Einstein en première année de maternelle en termes de compétences. Voilà ce que je voudrais vous dire. Pourquoi ? Parce que regardez ce qui se passe. Si je prends juste quelques exemples, je vous les ai mis sur une seule image. Évidemment, on ne le soupçonnait pas il y a encore 30 ans. Désormais, tout ça est extrêmement clair et je pourrais prendre beaucoup plus d'exemples parce que vous avez à peu près, chez l'être humain, 5 sens. On sait que c'est plus vrai aujourd'hui, proprioception, etc., équilibre, il y en a plus. Mais le toucher, le goût, l'odorat, on pourrait résumer à 5 les plus connus. Aujourd'hui, il y en a davantage. On dit qu'en termes de sensibilité et de captation, les plantes ont environ 260 sens. Là où vous avez... Et moi, pour simplifier les 5 sens qu'on connaît, la plante aurait en capacité de ressentir ce qui se passe autour d'elle, alors qu'on voit un truc qui ne bouge pas là dehors, on va ressortir tout ça, on va voir des chênes-lièges, on va voir des élantes, on va voir des figuiers de barbarie, tout ça ne pousse pas trop, mais tout ce qui se passe là est incroyablement vivant, et tout ce que je vous dis là en termes de sensations, ils le vivent actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement dehors, ça papote à mort, ça discute, ça disserte, ça parle, mais ça parle utile. Une plante parle utile, une plante ne raconte pas sa vie pour rien. Il n'y a pas de putacci chez les plantes. Si ça parle, c'est que ça a quelque chose d'important à raconter. Généralement, quand ça a quelque chose d'important à raconter, c'est qu'il y a des virus aux environs, on manque de lumière, il y a des pathogènes qui nous ont attaqués, il y en a un en difficulté dans la communauté. Ça peut se passer par molécules éthylènes et par le vent, ou ça peut se passer par les racines via les champignons. Et vous le connaissez bien maintenant, beaucoup de films sortent dessus, ce qu'on appelle le mycorhize, les champignons qui s'agrippent aux racines, chacun se nourrissant l'un de l'autre, entre guillemets, et donnant cette communication. Vous retournez le sol, vous mettez le sol aujourd'hui à l'envers, vous voyez plein de filaments blancs partout. Ce sont les filaments de champignons finalement que vous avez là, et qui, quand ils s'agrippent à une racine, on appelle ça mycorhize, l'alliance des deux. Et en réalité, le champignon devient à ce moment-là, pour son filament blanc, devient l'Internet, tout simplement, comme on le dit facilement aujourd'hui, des forêts, par exemple, quand il y a beaucoup de plantes au même endroit. Donc on le sait, dans les années 90, enfin c'est 85 exactement, en Afrique du Sud, des koudous ont prouvé que quand on avait un acacia qui était attaqué par un animal, il se défendait très vite, généralement en 2 minutes 30. L'acacia, lorsqu'il est attaqué, ça marche avec d'autres arbres, fait grimper en lui du tanin. Le tanin, c'est le poison qui dit à l'herbivore « arrête tout de suite, parce que si tu continues, tu vas être malade ». C'est la défense des végétaux. Ils ne peuvent pas partir en donnant un coup de pied, ils ne peuvent pas crier au secours. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font monter du poison, il leur faut 2 minutes environ. Les chênes, c'est à peu près pareil. Ça veut dire que si tu continues à manger mes feuilles pleines de tanin, tu vas avoir le ventre qui va gonfler. D'abord, c'est âpre, acre, tu sens que ça ne va pas, donc va-t'en. Et regardez sur la planète, tous les végétaux mangent, tous les animaux qui sont en troupeau
mange le même végétal, celui qu'il aime, je pense au koudou par exemple, ou ici par exemple aux girafes du côté de l'Afrique, mais mange toujours ce végétal quelques minutes seulement, et non pas le végétal entier alors qu'il y a encore plein de feuilles, le troupeau se barre, et surtout remonte au sens inverse du vent. C'est ça qui est intéressant et qui explique tout. Ça veut dire que je suis un troupeau d'antilopes, je mange mes feuilles préférées, ça devient mauvais, j'arrête. Je regarde d'où vient le vent, ça se passe ici aussi, dans le maquis par exemple, avec des troupeaux. J'ai la crinière au vent, j'ai le museau au vent, je m'en fous, j'ai le vent dans la figure, mais moi je vais manger celui-là d'à côté. Pendant 2 minutes aussi, parce qu'après il est plus bon. Je regarde d'où vient le vent et je remonte encore au vent pour aller manger celui d'à côté. Pourquoi tous les animaux sur la planète remontent au sens inverse du vent pour manger leur arbre préféré? Parce qu'ils savent que dans le sens du vent, les mêmes végétaux qu'ils aiment seront déjà tanniques, seront déjà empoisonnés, en réalité ne seront plus bons à manger. Pourquoi? Eh bien parce que le végétal, on l'a compris, communique. Et lorsqu'il est attaqué, il ne se contente pas de se défendre, il envoie dans l'air ces fameuses molécules invisibles pour l'homme d'éthylène, transportées par le vent, qui vont arriver sur l'arbre voisin, qui va sentir du coup le truc, qui va rentrer en tanin, qui va se fournir de tanin avant même d'être croqué par le premier animal. Donc lui, il est déjà défendu, il a déjà compris le message d'alerte. Les animaux ont compris que dans ce sens-là, ça ne marchait pas au niveau gustatif. Donc c'est pour ça qu'ils remontent le vent. Eux, là-bas, n'ont pas entendu le message. Vous l'avez compris. Donc c'est pour ça qu'on sait depuis cette époque-là comment, notamment par voie aérienne et volatile en termes de molécules, fonctionne la communication végétale et on s'avertit en permanence entre végétaux de ce qui se passe autour de nous. Les végétaux voient aussi, bien sûr, là c'est très anthropocentriste ou morphique, beaucoup plus morphique, les végétaux voient, mais non, ils n'ont pas Dieu. Par contre, ils savent très bien ce qui se passe autour d'eux. Il pourrait même se trouver que si vous êtes habillé en bleu ou en rouge, simplifions, ils vous voient mieux. En fait, il y a chez les végétaux, pour ceux qu'on a étudiés, c'est les phytochromes, il y a des molécules spécifiques qui sont des molécules qui vont réagir à la lumière. On sait par exemple pour un arbre, s'il y a trop d'ombre autour de lui, par où faire pousser sa branche pour qu'il y ait un peu plus accès à la lumière. Et généralement, les végétaux voient surtout les ultraviolets et les infrarouges, le bleu et le rouge. Ultraviolets, c'est les rayons du soleil qui vous donnent des coups de soleil. C'est la lumière que je vais manger pour la transformer en sucre. Je dois donc voir d'où elle vient. Et l'infrarouge, c'est généralement notamment quand la nuit tombe, cette couleur rouge que prend le ciel et tout l'environnement quand le soleil va se coucher et quand il se lève aussi. Et là, l'arbre en a besoin aussi pour des calculs spécifiques, notamment pour ses réserves en glucose de la photosynthèse faite la journée. Quand je mange toute la journée, j'en garde dans le frigo pour la nuit. Et quand je sens que la nuit approche, je me prépare à continuer à manger la nuit. Donc j'ai besoin pour ça de voir où j'en suis au niveau horaire, en tout cas au niveau même des saisons d'ailleurs, mais là, la température rentre en compte. Donc le rouge et le bleu sont plutôt, pour simplifier, très bien analysés en termes de réception et de sensibilité par les végétaux. On a compris avec la cuscute dans vos jardins, sur les tomates notamment, une petite liane qui ne fait pas de feuilles au départ, qui a besoin en 24 heures de trouver un tuteur. Et si cette petite liane pousse et ne trouve personne à qui s'accrocher, elle meurt. Car la cuscute ne fait pas toute seule sa photosynthèse. Il faut qu'elle aille planter ses crocs. On l'appelle la liane vampire. Il y en a partout dans les jardins autour de Corté. Planter ses crocs notamment dans des pieds de haricots pour sucer la sève et se nourrir en parasite sur l'hôte qu'elle a colonisé. Et on a compris en laboratoire que la cuscute avait pour cela, notamment en termes humains, on le dit comme ça, un flair infaillible. C'est-à-dire que j'ai une petite cuscute dans mon laboratoire, une toute petite tige de la taille d'un brin d'herbe. J'ai d'un côté un plant de tomate et je la vois sortir, j'accélère ma vidéo, et je vois que la cuscute naît, puis se dirige vers le pied de tomate et plante ses crocs à l'intérieur. C'est normal, ça se passe depuis la nuit des temps dehors. Maintenant, en tant que scientifique, je garde ma cuscute. Je mets un pied de tomate en plastique acheté chez Jiffy, mais imitant très bien le pied de tomate, mais en plastique. La cuscute sort, ne sent rien et meurt. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vers l'élément qui sensiblement aurait pu l'attirer, et en tout cas, le visuel ne l'intéresse pas, puisque pour le coup, elle n'y va pas. Maintenant, je prends de l'extrait de tomate en bombe et j'arrose mon pied en plastique de chez Jiffy d'odeur de tomate bien mûre. Eh bien, évidemment, la cuscute sort, fonce dessus et se plante les crocs sur un truc en plastique, mais va vers cette odeur-là. Donc c'est depuis ce type d'expérience qu'on sait que les plantes aussi ont des récepteurs particuliers, qu'on n'a pas bien identifiés, d'ailleurs le mot n'existe pas, qui sont des récepteurs olfactifs, en quelque sorte. Pas tous, mais en tout cas un certain nombre sans doute, et beaucoup du côté des lianes, vraisemblablement.
Des plantes ont de la mémoire, on le sait aussi, pour des bourrasques, hein, avec des gènes spécifiques qui sont activés pour travailler son branchage ou pour travailler sa position. Là, on sait que, par exemple, pour le Mimosa pudica, que vous pouvez acheter sur Internet pour faire des expériences, ça ne coûte rien du tout. Quand vous le touchez, ces feuilles se replient. Hein, là, vous avez des feuilles qu'on vient de toucher, elles se replient tout de suite comme un réflexe. À part que ça, c'est juste rigolo, mais quand vous le lavez dans un pot, que vous lâchez le pot 10 fois, au bout de la 10e fois, les feuilles ne se replient plus. Comme si le danger n'était plus perçu par une plante en disant « bon, ça va, je me casse la gueule de 20 cm, mais j'ai plus besoin de me contracter, il ne se passe pas grand-chose ». Et c'est comme ça qu'on pense aussi que des végétaux peuvent avoir de la mémoire. Et on l'analyse aussi par des grains d'amidon. Hein. Les plantes qui écoutent, on le voit aussi avec un truc assez intéressant sur le desmodium et sur des épis de maïs qui balancent leurs racines vers de petits haut-parleurs avec des fréquences spécifiques. Et on a compris qu'a priori, il y aurait des capteurs auditifs chez les plantes, mais avec une envie bien spécifique, trouver les endroits où il y a de l'eau en milieu souterrain. Voilà les dernières infos qu'on a sur ça, c'est-à-dire que si les plantes auraient des récepteurs pour entendre, ce serait l'équivalent d'un chuchotement humain, mais surtout l'équivalent d'eau qui coulerait en sous-sol et qui permettrait à la plante d'envoyer ses racines vers ses hypothétiques nappes phréatiques ou courants d'eau souterrains. Hein. Donc entendre quelque part avec un mot encore humain, là, que je vous mets sur un végétal dont on n'a pas pu en déterminer un autre de mot, ça pourrait permettre de balancer ses racines au bon endroit en sous-sol. Et puis la solidarité chez les pins, on connaît bien aussi, évidemment, personne ne se laisse tomber. Et généralement, on envoie ses sucres aux éléments les plus faibles via les racines et les champignons qui sont l'Internet, on l'a dit, pour communiquer. Celle-là, elle est très impressionnante, je termine là. La passiflore, que vous connaissez sans doute, l'expérience faite en laboratoire avec elle est très simple. C'est ce qu'on appelle le sens de l'anticipation de la passiflore. Il est inexpliqué au niveau scientifique. J'ai une passiflore qui est une plante liane également. J'ai un tuteur ici et j'attends à ce qu'évidemment elle le perçoive pour venir s'y accrocher. Elle va lancer une première liane. Lorsqu'elle va s'approcher de mon tuteur en tant qu'expérimentateur, je le déplace de 5 cm sur la droite. La vrille échoue finalement au dernier moment. Une autre vrille part. Je la laisse arriver vers mon tuteur au bon moment. Ça se passe en quelques jours. Je déplace mon tuteur quand la plante va s'y accrocher. La plante va s'y accrocher de 5 cm sur la droite. Et je fais 5 fois le coup à la plante. À chaque fois qu'elle veut s'agripper à mon tuteur dans mon laboratoire, je lui enlève de 5 cm sur la droite. Eh bien, on a constaté qu'entre la 7e et la 10e, 7e et 10e vrille lancée, la passiflore lance à 5 cm sur la droite du tuteur, comme pour anticiper le geste de rien, elle ne sait pas que c'est un expérimentateur, mais de ce qui s'est passé précédemment dans son expérience. Hein, ce qu'on appelle l'anticipation de la passiflore. Très intéressant à analyser aussi. Et elle, c'est ma préférée, c'est pour ça que je termine avec elle, parce que ce qui est très intéressant, c'est quand ce n'est pas expliqué. Et là, c'est Bocchilia trifololiata. Bocchilia trifololiata, avec elle, on est au Chili. Et vous avez une grande liane encore qui a besoin de trouver tout de suite des arbres pour s'en sortir lorsqu'elle naît. Et ce que personne sur Terre, le plus brillant des botanistes possible, ne peut expliquer, c'est pourquoi, en plein cœur des forêts du Chili, cette liane Bocchilia, qui peut faire des dizaines de mètres lorsqu'elle s'étend sur plusieurs arbres dans la forêt, hein, comme celle auquel s'accrocherait Tarzan si on veut simplifier, eh bien, elle a des feuilles sur son corps qui imitent à la quasi-perfection le tuteur sur lequel elle monte. Ce qui est très simple. C'est que, regardez, elle naît ici, elle s'accroche à un premier arbre qui a, parce qu'il est comme ça dans la forêt, des feuilles rondes, vertes et luisantes. Eh bien, cette liane, à cet endroit-là où elle s'est entourée à cet arbre, va se mettre des feuilles rondes, vertes et luisantes qui ressemblent à celui, en tout cas d'arbre, sur lequel elle est montée. Et puis, elle a à un moment donné une de ces lianes qui part vers un arbre voisin, qui lui a des grandes feuilles dentelées, vert clair et puis plutôt bosselées, par exemple. Eh bien, la liane, à cet endroit précis de son corps, va avoir d'autres feuilles. C'est une liane caméléon, comme on l'appelle, hein, en termes vernaculaires pour simplifier, qui seront les mêmes que ce nouveau tuteur. Et puis, encore une fois à côté, elle est capable de le faire 12 fois, a priori aujourd'hui, sur les études menées. Ça veut dire qu'un simple végétal, et là, très clairement, en quelques temps de développement de la plante, ce n'est pas sur des générations, est capable d'avoir une feuille imitant pratiquement à la perfection celle du tuteur sur lequel elle monte. La plante, n'ayant pas de cerveau ni de neurones, fait un truc biologiquement assez incroyable. Et aujourd'hui, aucun des scientifiques les plus avertis sur ce domaine ne peut identifier clairement ce phénomène. La seule info
qui commence à apparaître dans quelques publications, c'est qu'il y aurait une possibilité que des petites chenilles qui sont habituées de ce type de biotope viennent une première fois sur l'arbre tuteur, elles sont là, puis quand la liane arrive, commencent à mordiller des endroits de cette liane, qui pourraient être ces endroits où les futures feuilles vont pousser, et avant, elles auraient mordillé l'arbre en lui-même, hein, donc elles se sont déplacées, et donc il y aurait eu un transport génétique entre l'arbre croqué et le nouvel arbre à naître, et que c'est ce transport de salive, finalement, de cette bestiole qui ferait qu'on ait ces phénomènes qui réapparaissent sur une autre feuille. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en termes évolutifs, la Bochylia trifoliata fait ça pour être camouflée. Ça, on le sait. Si une plante essaye de se camoufler derrière un tuteur, ce n'est pas juste pour nous faire réfléchir aujourd'hui. C'est parce que si j'ai mes feuilles qui imitent celles de celui sur lequel je suis monté, forcément, je serai moins vu, donc moins mangé. Si je suis jaune fluo sur un tronc noir, forcément, le premier herbivore qui va passer va me sauter dessus, quoi. Donc l'idée, c'est le mimétisme. Mais comment ça marche, là, le mécanisme, c'est beaucoup plus complexe. Merci pour votre attention. Cette fois-ci, c'est vraiment fini.